Et salut tout le monde et bienvenue dans ce live où on va discuter donc en compagnie de Sleeper85 du projet qui est open source, qui est donc le YAMBMS. Alors Sleeper, est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer rapidement déjà ce que c'est le YAMBMS? Ouais, bonjour tout le monde. Euh, donc voilà, YAMBMS, c'est une solution pour rassembler toutes les données, que ça soit de BMS ou de Shunt, les fusionner, si on veut. Ce que j'appelle souvent dans l'application, en anglais c'est combine, c'est les combiner. Hmm. Euh, donc, pour ensuite traiter les informations et les envoyer soit sur le CAN bus ou éventuellement, ça ce n'est pas encore codé, mais on pourrait Ouais. éventuellement aussi envoyer sur une sortie RS485 pour certains onduleurs comme tous les clones Voltronic ou les Ouais. dérivés de Mhm. Voltronic qui ne supportent pas toujours le CAN bus. Ouais. Donc Donc voilà, ça, techniquement les WKS, les ISON, toutes ces choses-là quoi. voilà, il y a certains onduleurs qui ne supportent pas CAN bus ou alors ils le supportent mais uniquement sur certains protocoles. Mhm. Je sais que le Voltronic supporte quand même le CAN bus, mais peut-être en ayant des options sur la carte électronique, mais pas pour le protocole Pylontech, uniquement pour deux autres protocoles un peu moins connus. Mais comme voilà, je n'ai pas cet onduleur, je n'ai jamais fait de test. Il y a déjà eu plusieurs utilisateurs qui ont fait des demandes pour l'intégrer, mais voilà, j'ai pas Mhm. encore eu le temps. Et le protocole RS485 Pylontech, c'est pas du mode bus, c'est un peu complexe à mettre en place, mais voilà, c'est une chose qui est prévue sur ma to-do list, on va dire, quand Ouais. j'aurai plus de Donc, temps. Là, je suis. wait and see. Ouais, voilà, voilà. Je fais ça quand j'ai du Yes. temps et en ce moment, ben, j'ai beaucoup de choses à faire. On est en train de préparer notre départ au Portugal Ouais. fin août. Et bon, voilà, beaucoup de choses à faire. Mm. Donc, C'est ça, tout le temps, de toute façon, on est tout le temps débordé. ouais, c'est pour ça, voilà, c'est vrai qu'un petit live, c'est pas mal parce que Ouais, ça permet du d'aller coup, chercher un peu voilà, les infos et d'aider quand même la voilà. communauté derrière à On faire tout passe ça. moins de temps vraiment à faire des Mm. vidéos, on va dire, Ouais. qui Ah seraient bah, idéales. tu vois, ouais, techniquement, quand je fais une vidéo, moi, sur la chaîne, une vidéo domotique ou quoi, ça va me prendre, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure à enregistrer. Sauf que derrière, je passe 8 heures à faire le montage Ouais, pour faire une vidéo qui va durer 10 minutes. Donc, ouais, comment te dire que c'est pas rentable en temps? Un voilà, live, au moins, on est dedans, on le fait. Bon, des fois, il y a des petits ratés, on bafouille, on fait des et c'est pas grave, ça passe. On y est, et voilà, puis c'est voilà. ça. Donc, voilà, en entrée, il y a un BMS. Ouais. On peut avoir des BMS et des shunts. De marques différentes, du coup. Oui, Tu de peux marques très bien différentes. avoir un Daily BMS, tu peux avoir un CPLOS. Attention, avec CPLOS, Bah, quand même, tu l'as dans l'os. j'ai pas Mais tout intégré, hein. Voilà, en fait, il y a énormément de BMS qui pourraient être encore ajoutés. ouais. Ça, je l'ai dit sur mon GitHub pour les utilisateurs qui voudraient intégrer d'autres BMS. À partir du moment où le code existe déjà dans un dépôt SPHOME et Hmm. qu'il est déjà fonctionnel, c'est assez rapide à l'intégrer. Donc, c'est Ouais. plus Salut à la Luc. demande. Voilà. Actuellement, de mémoire, évidemment, moi j'ai commencé avec les JKBMS parce que c'est ceux que j'utilise. Donc il y Hmm. a le JK standard, donc la série JKB, le nouveau BMS JKPB. Euh, il y a le BMS des batteries Day. Il y a le CEPLO, JBD. Ouais. Et je pense encore euh, d'autres. Non, comme ça, je ne saurais pas vraiment dire ce qu'il y a encore en plus. Mais en tout cas, Ça si fait on déjà pas veut, mal. ouais, si Et on, ceux voilà, qui voudraient, je suppose, ils peuvent ouvrir une issue du coup sur ton GitHub, sur le Git pour. voilà, voilà, c'est ça. Donc, Hmm. Impeccable. on m'a demandé dernièrement pour je ne sais plus quel type de BMS.
Tian Power, quelque chose comme ça. Il existe sur le GitHub de CC. Je pourrais l'ajouter. Voilà, Ouais. il faut prendre un peu de temps pour mettre le code en forme pour l'importation en package et ajouter un petit peu ce qui manque. Et puis voilà, donc maintenant, si c'est un BMS qui n'existe pas du tout, où il n'y a pas de composants Pas de développés, débat, tout, ouais. si c'est du mode bus, bon voilà, on peut encore le faire. Bon, s'il faut faire un composant, ça prend beaucoup plus de temps. Et voilà, je sais pas non plus tout mon temps qui est dédié à Ouais. YAMBMS, on va dire. Ouais. Et tiens, question, parce qu'on parle de BMS, mais qu'en est-il des batteries qui vont être de marque, comme les Pilontech, par exemple? Ben voilà, les pylons texte, il y a justement une issue qui est ouverte Ouais, que sur j'ai mon vu, ouais, GitHub. que tu m'avais envoyé. Euh, et donc, voilà, je comptais sur l'amélioration de ton futur composant. Ouais, qui est toujours en cours et qui est un petit peu en attente, l'a mis de côté parce Voilà, qu'il n'y a plus trop le temps de m'en occuper pour l'instant, mais ouais. il va falloir que je me remette le nez dedans. Et puis en plus, tu disais là, donc tu as un confrère d'un forum anglais, c'est ça, C'est ça, qui c'est ça. Donc, fait pas il mal y et a, qui va pouvoir donner un bon coup de main certainement. voilà, donc, bah, sur YAMBMS, il y a déjà plusieurs personnes qui ont fait des PR et qui ont ajouté du code. Hmm. Notamment, donc, cette personne sur le forum anglais, euh, donc, Monsieur Pablo, hein. Lui, donc il vient de Grande-Bretagne. Euh, Lui, il a fait toutes les fonctions automatiques de YAMBMS, enfin auto-CVL, auto-DCL. Et maintenant, il y a une autre personne qui a fait une autre fonction auto-float qui a été intégrée dernièrement. Euh, et donc, il a fait une installation, je pense, chez un de ses amis, où là, il a mixé des batteries Pilontech avec soit des batteries do it yourself, ou alors je pense que c'est peut-être des packs qu'il a achetés avec les cellules et il les a montées lui-même. Mais bon, Mhm. voilà. Il compte Ouais. après faire l'intégration avec Mhm. YAMBMS. Ouais. Et Donc c'est donc, ça, je vais on va partager. chercher donc on va chercher toutes les batteries, on les rentre à l'intérieur du YAMBMS et derrière on va pouvoir les ressortir donc vers les onduleurs. Voilà, voilà. Donc ici, dans YAMBMS, en fait, on va faire tout un tas de calculs des moyennes par rapport au state of charge ou des sommes par rapport aux capacités et tout un tas de traitements sur les valeurs en entrée. Et ensuite, voilà, on va ressortir, on va dire, si j'ai envie de dire, un résumé en fait sur le CAN-bus avec Mhm. plusieurs protocoles qui peuvent être sélectionnés. Donc, Ouais. il y a le protocole Pylon 1.2, le Pylon V2. Mhm. Il y a aussi le Victron, Ouais. le SMA et LuxPower aussi. Donc, LuxPower pour Mhm. tous les onduleurs LuxPower ou les EG4 qui sont beaucoup vendus aux États-Unis. Ouais. Oui, il y a énormément d'utilisateurs actuellement. Enfin, c'est quand même équilibré. Il y a quand même beaucoup de personnes aux États-Unis, Mhm. mais il y a énormément de personnes en fait. Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Tu vas voir En Ukraine, voilà. en Ukraine. Ok. Voilà, voilà. Donc, énormément de personnes en Ukraine. Bon, on se doute pourquoi ils ont dû massivement, je pense, faire des packs et des installations Ouais. solaires off-grid, vu la guerre qu'il y a en Ukraine, quoi. Donc, enfin Ouais. voilà, on parle de tout ça sur le forum anglais. C'est là-dessus que Mhm. ça a commencé. Euh, et donc voilà, tous les protocoles CAN-bus actuels, ce sont tous des dérivés. On pourrait penser que c'est de Pylontech, mais en réalité, c'est SMA qui est le premier protocole à avoir choisi CAN-ID. Et je pense que Pylontech s'est basé sur SMA au début. Et après, Mhm. c'est ça. Ah oui, ça, c'est quelque chose que j'aurais Ouais, pu c'est vrai que intégrer. Pilontech a explosé un petit peu, surtout chez nous. Ça, c'est quelque Ça a chose que été je pouvais montrer. le plus connu. Ouais, là, je vais un peu quitter le diaporama, mais donc sur le GitHub, voilà, la doc est quand même pas mal faite. J'ai fait pas Mhm. mal de trucs. Euh, donc, par rapport au CAN bus protocole,
Voilà. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser pour qu'on puisse y répondre aussi en direct. Donc voilà, ici on a un petit aperçu Mhm. des CAN-ID qui sont utilisés pour les différents protocoles. Donc D'accord. on voit qu'ils ont tous un peu la même base, donc tout ce qui est en jaune, c'est un peu la Mhm. même base. Euh, Ouais. y compris pour la réponse de l'onduleur, ils utilisent tous le même CAN-ID. Donc c'est ce Mhm. qui permet Ouais, de... donc il y a quand même une norme quelque part. Il n'y a pas vraiment de normes. Je pense que SMA a commencé avec ses ID, Pilontech Ouais. a fait un dérivé avec des ID en mettant parfois des autres informations. Enfin, ça se ressemble très fort, mais avec Ouais. parfois des différences, quoi. Ensuite, Mhm. euh, il y a le protocole Victron ici. Donc, lui, il ajoute pas mal d'infos, pas mal d'ID. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui a été ajouté par Victron, qui lui repose vraiment sur le protocole SMA, quasiment, Mhm. en ajoutant des ID supplémentaires. Et puis, ça, j'ai vraiment eu du mal à le trouver, mais j'ai fini par avoir le document de Pilon V2, là. Et, Ouais. Il t'aime pas partager, Pilontech. pardon? Non. En Ils aiment pas général, trop. tous les documents techniques où on explique ce qu'il y a à l'intérieur des trams, Mhm. normalement, c'est uniquement partagé avec les constructeurs de batteries, et donc Mhm. Ouais. c'est dur à voir, quoi. Mhm. Et voilà, actuellement, les deux protocoles les plus riches, on va dire, c'est Pylon V2 et Victron. Mhm. Euh, Maintenant, voilà, je peux vous dire, par exemple, le DAIE, il ne supporte pas le Pylon V2. Enfin, ça fonctionne, on peut lui envoyer toutes ces infos, hein, mais il va rien faire. On ne saura pas dire quelle est la cellule qui est la plus haute, qui est la plus basse. Mhm. Voilà, donc, alors le Lux Power, c'est un dérivé de Pylon 1.2 avec des informations en plus. Je l'ai écrit ici au-dessus. Donc, on a quand même la cellule maximum et minimum, Ouais. température. Alors, ils ont ajouté, en fait, parce que dans chaque ID, on a 8 bytes, si je ne me trompe pas. Mhm. Et donc, ils ont un peu réorganisé les ID en ajoutant des informations autrement, en fait. Voilà. Donc, il a le même nombre d'ID, mais avec quelques infos en plus. Ok. Voilà. Donc, évidemment, ça, je l'ai écrit aussi dans les. Quand je discute ou même dans les YAML, je l'ai écrit. Allez Mhm. voir sur le GitHub la documentation parce qu'il y a énormément de choses qui sont Un expliquées. truc tiens, qu'on n'a pas dit, c'est que le code du YAMBMS du coup est intégralement écrit en ESP-Home. Ouais, ouais. Donc totalement intégrable dans Home Assistant, en plus de donner les informations des diverses j'arrive plus à parler, des diverses batteries aux onduleurs. Il peut en plus nous ramener toutes ces infos-là sur Home Assistant. C'est ça, c'est ça. Donc sur Home Assistant, ou pour ceux qui n'utilisent pas Home Assistant, sur MQTT, voilà. Et, Ou alors ouais. avec un serveur web, c'est aussi possible. Il y a pas d'obligation Hmm. d'utiliser Home Ouais, Assistant non plus. tu peux même leur mettre le MQTT si tu as envie par-dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Mhm. je reviens sur le diaporama. Et Donc, salut à Betabyte qui débarque. voilà. Alors, on peut aussi ajouter des shunts en plus des BMS. Là, il n'y a pas Ouais, énormément de shunts qui sont supportés, mais bon, le Victron Smart Shunt est supporté. ouais, Je pense que c'est celui qui forcément, on va dire c'est la norme. est la norme. Ouais, ouais, C'est je le pense que minimum syndical. voilà. Et alors, j'ai fait le composant pour le Joomtech KHF Ouais, parce que c'est celui que j'ai acheté. Euh, et que voilà, satisfait. il est pas mal, quoi. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Il y a les JSY également, non? Non, non, non. Bah, Non, tu les as pas inclus?
J'ai Je pas crois que inclus, Sebi bon. avait, il me semble que Sebi a fait le code. Ah ouais, bah ouais, s'il Pas a de fait dire le une code, bêtise, mais mais bon, je crois voilà, que j'ai il a fait j'ai le pas code. eu de demande. Et bon, voilà, Ouais, si on me le demande, je peux le faire. Si le code existe déjà, il est si le code ajoutable, quoi. SPO existe, ça va vite à faire, hein. Donc voilà, Mhm. je peux l'ajouter. Alors, allez, je vais un peu avancer. Souvent, ce qu'on demande, on m'a déjà demandé, voilà, est-ce qu'on peut faire fonctionner uniquement avec un shunt en entrée? Mais ça, non. Ça, c'est pas possible. Ça, tu pourras pas. Ouais. T'as pas assez de données pour les emmener aux onduleurs. En fait, ouais, voilà, si j'avais envie, je Ou alors, pourrais il le faire. faudrait créer des fake données, quoi. C'est ça, c'est ça. Enfin, ou alors avoir des trames vides. Enfin, donc, il y a certaines informations qui sont Mm. demandées. Voilà, par exemple, le protocole Victron qui demande quelle est la cellule qui est la plus haute, quelle est la température qui est Mm, la plus mm, mm. haute, quel numéro de cellule, etc. Donc, ça, on ne pourrait pas donner d'informations. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser uniquement un shunt en entrée. Yes. Donc voilà, là on avance. Donc le minimum, c'est un BMS. Alors Mm, on peut avoir un seul BMS et on peut même ne pas inclure une sortie si on ne veut pas envoyer sur du CAN bus ou mm, mm. du RS485. Euh, voilà, je l'utilise au Portugal. Là-bas, j'ai fait une configuration totalement différente. C'est pas avec un onduleur hybride, il supporte pas CAN bus. Je suis parti sur du 24 volts avec deux onduleurs de 3000 watts. Enfin, j'ai fait tout en double pour s'il y avait quelque chose qui Ouais. claquait. Mais je me sers quand même de YAM BMS pour avoir mon écran de contrôle avec les informations des batteries, avoir un résumé. Mm. On a une visualisation ben voilà, un peu du SOC moyen pour pas s'amuser à aller voir un petit peu ce qui se passe sur chaque BMS. Ouais. Euh, voilà. Donc le minimum, c'est ça, c'est un BMS. Et donc dans le code, on le verra par la suite. Bah, ce sont à chaque fois des blocs de code hein, qu'on peut ajouter, supprimer. Euh, et ce que j'ai fait aussi, c'est aussi possible de ne pas utiliser YAMBMS. Euh, je montrerai peut-être dans le code après. Et à la place d'importer les BMS, mais via un autre YAML qui incorpore uniquement les sensors sans le reste du code qui va vouloir combiner toutes les informations. Ouais, Et donc du sans coup, le traitement qu'il y a derrière pour le YAM, quoi. voilà. Donc du coup, pour quelqu'un, parce que par exemple, Sissi donne des exemples sur son GitHub, souvent pour un BMS. Quand on veut en mettre deux, trois, ben voilà, il faut commencer un peu à chipoter dans le code. Ben, ici, c'est possible d'importer trois fois le même package Mm, pour mm, mm. le BMS désiré. Et limite, si on ne veut pas utiliser YAM BMS, on peut aussi ne pas ajouter ce code ici, quoi. Ok. Donc voilà. Bon, j'avance. Ouais. Donc ici, on peut installer, comme il y a énormément de personnes qui le font comme ça. Donc on peut utiliser YAMBMS sur un seul ESP32. Mhm. Ici, c'est un ESP32S3, Ouais. un Atom S3. Ouais, j'ai oublié de dire à Xenon que j'allais utiliser sa photo. Et je ne vais pas partager le live non plus. J'étais un peu à la bourre. Euh, donc ici, c'est une solution assez simple. Ce sont comme des Lego en fait. L'Atom S3, c'est le petit truc blanc ici avec Mm. l'écran. Ouais. Il se clip sur une base CAN. Et alors, Mhm. on peut encore connecter une unité RS485 Externe. Ok. ici en sortie de l'Atom S3. Mm. Ouais. Et donc, voilà, ici, c'est utilisé pour monitorer des JKPB, donc sur la même bus, sur un seul bus RS485. Et alors, on a la sortie onduleur CAN bus qui est là. Mhm. Donc, sur un ESP32, on peut connecter maximum 3 BMS Bluetooth parce qu'il y en a quand même qui utilisent des BMS Bluetooth. Ouais. Euh, je conseille toujours de privilégier une connexion filaire UART ou Ouais. RS485 quand c'est Que quand possible. on utilise le Bluetooth sur le SP, en fait, le SP, il peut communiquer qu'avec un seul protocole à la fois entre Wi-Fi et Bluetooth.
Donc, quand C'est il ça, active le ouais, Wi-Fi, il coupe le Bluetooth. Quand il active le c'est Bluetooth, ça, il coupe le Wi-Fi. Donc, en c'est ça. fait, il jongle dans tous les sens, ce qui fait que forcément, on perd, enfin, on prend de la latence, tout simplement. Ouais, c'est ça, exactement ça. Et donc Ouais. ça, Et salut à Christophe. donc effectivement, donc l'antenne Wi-Fi, enfin l'antenne de l'SP32 est partagée pour le Bluetooth, c'est le Wi-Fi. Et donc voilà, donc alors surtout quand on utilise le Bluetooth, ne pas laisser une console ouverte avec les logs en Wi-Fi parce que là, c'est sûr, il va cracher, quoi. Ouais. Donc, mais il y en a quand même qui l'utilisent. Oui, ça Parfois, fonctionne, hein. Je me c'est rappelle. bien pour commencer, pour tester sans se prendre la tête si Oui, on, ça évite si on veut d'avoir faire trop un de test. matériel aussi. Donc voilà. Donc, et quand je dis 3 BMS Bluetooth maximum, c'est avec le SP32S3. Avec le SP32 classique, 2 ça va, mais 3 ça va pas. Ouais. Donc évidemment, max 3 BMS UART, donc parce qu'on a maximum 3 connexions Parce UART qu'on est sur limité, le ouais. SP32. À moins Et de s'amuser à rajouter des WK. oui, 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 voilà, on peut ajouter Mm. des UART Expander en plus pour augmenter le nombre d'UART comme avec PV-Brand 2. Mm, mm. Donc, Et pour ceux alors, qui ne savent ben, pas ce que c'est, les WK, c'est des petits modules qui viennent se greffer en plus, qui sont assez difficiles à trouver pour le coup dans le commerce en tout fait, mais qui ont été réalisés de façon hardware par Bandit 17 pour le projet PV Brain 2 que j'avais déjà présenté sur la chaîne, et le code qui avait été écrit par Dr Kulzik. Voilà. Donc tout le code ESP-Home avait été fait par Dr Kulzik, et franchement ça marche génial. On récupère 4 UART avec un WK 2168 de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et donc on peut, en plus des 3 UART qu'on a sur un ESP, aller attaquer 4 UART supplémentaires. Et ça communique en SPI, ce qui veut dire qu'on peut en ajouter autant qu'on a de pins sur notre ESP quasiment. voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour la version single node, avec un seul nœud ESP32. Donc tout à l'heure, il y a un utilisateur, un Français qui est venu du nord de la France, qui est venu jusque chez moi pour un problème. Il voulait que je teste sa carte. Et, Yes. et parce qu'il y a vraiment des chouettes cartes en fait maintenant. Et du coup, on a un peu parlé. Bon, il y a un BMS. À la base, c'était le code qui avait été publié par Yuka ISA 007, on appelait ça les Peterboard. Et donc, il avait fait un premier code qui fonctionnait pour un seul BMS. Et ensuite, voilà, il a décidé de ne plus rendre ça open source et public. Et donc, il a commencé à faire ses propres cartes électroniques. Et du coup, on regardait les prix tout à l'heure, parce que lui, c'est une carte pour un BMS à chaque fois. Donc, alors qu'un ESP32 pourrait en supporter facilement 3, j'ai envie de dire. Et là, du coup, les cartes sont toujours à 199 $, on va dire 200 $. Si on veut les connecter en multi-BMS, hein, donc quand même un coût, quoi. Et donc voilà, ici, j'ai commencé d'abord à améliorer son code, et puis après, j'ai fait YAMBMS pour le multi-BMS. Et Ouais. donc là, avec un ESP32, on peut déjà, si on a un maximum 3 batteries, et encore, pour ceux qui achètent des JKPB, bon, de toute façon, vous pouvez utiliser le JKPB avec la sortie CAN du JKPB. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je peux comprendre pourquoi. L'avantage d'utiliser YAMBMS, même quand on a des JKPB, c'est pour toutes les fonctions qui en plus qui n'existent pas dans le code JKBMS, hein. Et aussi pour pouvoir intégrer des shunts, ce qui n'est pas possible avec le JKBMS, de pouvoir prendre les données d'un shunt et de les multiplexer. Donc j'ai quand même pas mal d'utilisateurs qui migrent vers des JKPB, mais qui continuent à utiliser YAMBMS. Et actuellement, on a une centaine d'utilisateurs connectés qui utilisent Ouais. cette solution.
Et Voilà. c'est une majorité de non-francophones, je crois, qui utilisent quand même. Ouais, exactement. Il y a quelques Français. Ouais. Mm, Xénon, ouais. à qui je suis fort en contact. Euh, c'est d'ailleurs lui qui a réussi à me trouver le document officiel du protocole Victron. Il est en contact avec Victron. Lui, Ouais. il a tout, tout un système Victron. Mm. Et voilà, donc c'est lui aussi qui a testé le code Victron que j'avais programmé sans pouvoir le tester moi-même. Et il était le premier à le tester. Et globalement, tout fonctionnait quasiment dès le début. Impeccable. Euh, voilà. Ouais. Tiens, je vais revenir juste sur un truc que tu avais dit, puisque tu as parlé du coup de la Peterboard. Est-ce que tu peux vite fait expliquer ce que c'est et pourquoi c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé aujourd'hui? Bah, la Peterboard, c'est une carte électronique. En fait, pour lui, il a fait sa propre carte électronique Ouais. euh, avec un ESP32, une puce CAN. Et maintenant, il a aussi en entrée, je pense, il peut prendre des BMS en CAN bus en entrée. Mm, Et donc, à la base, c'était simplement pouvoir connecter un JKBMS en UART mm, en entrée et pouvoir sortir il peut connecter les Peterboard les unes après les autres, un peu comme on pourrait connecter comme on pourrait chaîner des batteries et mm, multiplexer, on va dire, toutes les informations et les sortir sur le CAN bus, comme YAMBMS le fait. Sauf que, mm, voilà, il ne publie pas le code open source et donc, quand on achète une carte, le code est directement flashé dans le SP32. Donc, c'est plus facile pour celui qui n'aime pas trop commencer à chipoter avec des YAML et de ouais. lâcher. Mais ça coûte quand même $200 par carte. Et il en faut Ouais. une pour chaque BMS. Donc, c'est déjà plus Mm, cher qu'un BMS. ouais. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si on achète un BMS, je sais pas, une centaine d'euros ou 150 euros, ben, on rajoute 200 euros en Mm, plus. Ça commence ouais. à devenir cher. Et Mm, alors, je sais pas, du coup, parce qu'on était parfois en guerre tous les deux. Et donc, je sais pas du coup s'il fait payer pour faire des upgrades, s'il y a des soucis ou pas. mm, mm, Je sais pas mm, comment ça se passe. Voilà. ouais. Donc voilà, la grosse différence, c'est qu'il y a un projet, donc le YMBMS, qui est open source, là où l'autre, on va dire, est simplement payant. Ouais. Euh, donc, du coup, voilà, la seule chose à acheter, c'est le matériel et C'est ça. un peu se débrouiller pour connecter tout ça soi-même Mm, mm, et faire le code, enfin flasher le YAML. Bon, après, tout est quand même bien expliqué. mm, mm, Même mm. si j'avoue que ouais, ça peut être un peu perturbant parce qu'il faut savoir aller chercher les bonnes briques et les mettre ensemble Mm. Ouais, c'est pour, un jeu de Lego, il n'y a pas vraiment ouais. le beau mode d'emploi qui va bien, mais on est là ce soir justement pour essayer de vous expliquer le plus clairement possible, en tout cas, ce qu'il va falloir faire si vous êtes intéressé pour le mettre en place chez vous et que vous avez, on va dire, des lacunes pour, pour rentrer comme ça dans le code YAML. Voilà. Alors, euh, alors pour ceux qui ont des BMS qui ne communiquent pas encore en mode bus RS485 et qui voulaient quand même augmenter le nombre de BMS à plus que 3 BMS. Donc j'ai fait un petit protocole RS485 mode bus euh, Mm, pour partager les informations, euh, les informations qui sont nécessaires pour le CAN bus. Donc, ce n'est pas toutes les informations des BMS, mais uniquement ce qui est nécessaire est envoyé sur un bus. Et alors, du coup, ici, c'est un exemple avec trois nœuds serveurs. Donc là, on a trois mm. ESP32. Alors, je l'ai mis ici à chaque fois, maximum, on va dire, pour chaque ESP32, deux BMS ou deux shunts
Parce que si vous êtes en UART, vous devez garder la troisième connexion UART pour le REST 485. Alors, si c'est en Bluetooth, ben là, on pourrait monter à 3 BMS. Donc, j'ai quelqu'un en Hollande qui l'utilise, si ma mémoire est bonne, avec 3 BMS par ESP32. Je pense qu'il a 9 BMS ou 8 BMS, je pense. Il avait un shunt aussi et ça fonctionnait quand même bien. Donc, ici, donc, ce qui se passe là, c'est que YAM BMS n'est pas installé sur les nœuds serveurs. Faut quand même, c'est un code qui prend les informations des BMS et qui transforme les BMS en serveur Modbus. Donc voilà, en fait, on transforme si on prend un JK standard qui n'a qu'un UART et qui n'avait pas sorti RS485, voilà, on peut le transformer en BMS RS485 pour envoyer les données sur un bus. Et donc, ensuite, on installe un nœud client, donc il y a un BMS, qui lui va récupérer toutes les informations sur le bus et va pouvoir multiplexer plus que 3 BMS. Lui, il va faire rester groupir. Ouais. Donc ça, voilà, c'est une solution que j'avais fait l'année dernière, fin d'année dernière, je pense. Alors ici, c'était avant le WK, ça, que tu avais mis ça en place. Non. Non, même pas. Tu avais mis ça après. C'était après, ouais. Parce que, en fait, il me semble que tu m'en avais parlé et on était encore en train de réaliser la carte avec Bandit pour le PG Brain 2. Donc, on avait discuté dans cette période-là. Moi, il me semble que c'était juste avant le début de l'hiver ou un truc comme ça. Je sais bien que j'ai travaillé sur ça un peu avant la Noël donc de 2024. Et c'était ce qui manquait, en fait. C'était quelque chose que je voulais pas le faire tout de suite parce que voilà, ça prend quand même du temps. Et pour finir, je l'ai fait. Et en fait, c'était pas si compliqué à faire, du coup. Voilà. Ici, ce qu'on peut voir aussi sur l'image, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais on peut avoir 2 sorties CAN bus si on veut. Hein. Donc, avec 2 protocoles différents. Donc, imaginons que... Tu peux aller attaquer 2 onduleurs de marques différentes qui auront chacun un protocole différent pour récupérer les informations batterie. Voilà. Et donc, les CAN bus se connectent toujours sur le YAM BMS qui, lui, fournit les informations demandées par le CAN bus. Et donc, il fournit les informations. Et ensuite, on peut créer 2 sorties CAN bus différentes avec 2 protocoles différents pour communiquer avec 2 onduleurs qui seraient de marques différentes. Parce que si c'est 2 onduleurs de même marque, en général, ils sont eux-mêmes connectés ensemble et donc ce n'est pas nécessaire de faire ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième solution. Est-ce que ça va être beaucoup utilisé? Ça, je ne suis pas convaincu. Il y a que quelques personnes qui l'utilisent. Et à partir du moment où vous avez des BMS qui sont déjà sur un réseau RS485 comme des CEPLO ou les nouveaux JKPB, c'est même pas nécessaire. Il n'y en a même plus besoin. Voilà. Donc là, c'est vraiment si on a plus de 3 batteries et qu'elles ne communiquent pas en RS485. Voilà. Ce que j'avais fait aussi, parce que du coup, on a parlé tout à l'heure, le Bluetooth, c'est quelque chose qui... On ne mettra jamais Bluetooth. Pour moi, je ne conseille pas de mettre Bluetooth, par exemple, sur un PV Brain 2 où il y a déjà plein de composants. Ça va foutre la merde à coup sûr. Oui, la loop time, elle va prendre un coup. Mais du coup, imaginons qu'on a quand même un BMS qui... On n'a pas d'autre solution que de le superviser en Bluetooth parce que parfois, on a pété le port UART ou parfois, c'est juste comme ça. Ça peut être... Je crois que c'était Bandit qui avait eu ce problème-là, justement, de casser un port J45 sur... Ah ouais. Justement, la personne qui est venue tout à l'heure, on pense que c'est ça. À chaque fois qu'il connecte sur le port GPS, il a même des petites décharges. Et voilà, donc il est venu tester tout ça chez moi tout à l'heure. Et donc, du coup... Là, on a la possibilité d'aller attaquer en Bluetooth avec un ESP et d'aller les rapporter ensuite en RS485, du coup, sur le nœud client. Voilà. Donc, même ceux qui ont le petit brain et qui ont besoin comme ça de communiquer exclusivement avec en Bluetooth, la solution, en fait, ce serait d'utiliser ta méthode là
Ouais, d'aller attaquer avec donc un autre ESP le BMS en Bluetooth. Et on vient rapporter ça grâce à cet ESP supplémentaire dans le PV Brain, voilà. ce qui permet de ne pas avoir de latence à l'intérieur du PV Brain. Voilà. Et donc, du coup, on met du Bluetooth uniquement sur cet ESP-là Mm. et voilà, il tourne tout seul. Et limite, s'il y a un problème où il y a un reboot ou un crash, ben voilà, Mm. ça n'impacte pas le reste du code. Ben, il redémarre et Ouais. c'est tout. Donc, Mm. voilà. C'est assez facile à faire, en fait. Ouais. Je fais un petit protocole, je me suis défini mes propres ID à Mm. communiquer. Donc, voilà. Ça, c'est pour les deux solutions. Alors, je vais passer ça en revue. Après, je vais faire une démo avec un code. On va mieux comprendre, je pense, avec le tableau de bord. Ouais. Euh, donc voilà, donc les BMS sont connectés en entrée. Voilà, les conditions pour que un BMS soit combiné. Donc, Mhm. ça veut dire qu'il soit intégré dans YAM BMS, c'est que son statut il est online. Ouais. Donc là, donc, on vérifie que le BMS est bien connecté et donc qui communique des informations en fait. Ouais, donc ça, c'est ce que tu fais du coup dans le code du YAMBMS. C'est ton code qui va aller chercher les informations là pour vérifier que tout va bien avant de commencer à les traiter. Voilà, donc c'est ça. Donc parfois, l'état du statut du BMS online est fourni par le composant. Parfois, il Mhm. n'est pas fourni, alors c'est moi qui le crée moi-même en vérifiant des informations. Mais ici, j'ai ajouté une deuxième condition, c'est que la capacité de la batterie soit plus grande que zéro. Donc, Oui. pour garantir que les données reçues sont correctes. Mhm. Euh, alors, donc, du coup, le statut online, c'est pour détecter une perte de connexion avec le BMS. Donc, on débranche le câble, ou le BMS est éteint, ou il est mort. Donc, à partir du moment où ces conditions-là ne sont pas respectées, le BMS est automatiquement décombiné et donc on ne multiplexe plus les informations venant de ce Mhm. BMS. Alors, il sera Ouais. marqué comme... Ah, je viens de te perdre. Donc, 1, 2, 1, 2. voilà. Donc, ça. On, Ah, tu me on perds? t'a perdu pendant quelques secondes, ouais. Il y a eu Ok. un petit freeze. Donc, On n'a la pas même eu la chose. fin de ta phrase. Et maintenant, ça va ou pas? Là c'est revenu, mais du coup, ta phrase, on n'a pas entendu la fin. Ah, ok. Donc, je reviens alors sur le BMS. Mm. Donc, voilà, le statut online, c'est simplement pour vérifier que le BMS est bien connecté, qu'on n'a pas perdu la connexion avec le BMS. Par exemple, on débranche le câble ou le BMS est éteint ou il est mort, quoi. Mm. Donc, et alors, l'autre pour la battery capacity, vérifier que les données reçues sont bien correctes avant de multiplexer tout ça. Parce que c'est possible que le statut online est disponible, mais que le composant n'a pas encore tout à fait démarré et qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, Mm. j'ai ajouté ça en plus. Ouais, pour pas prendre le risque d'envoyer des données erronées à l'onduleur qui pourraient faire Voilà, de la merde derrière. voilà. Donc, à partir du moment où il y a zéro BMS de combiné, le CAN bus s'arrête aussi. Donc, il n'en voit plus rien. Mm. Donc là, il se coupe. Donc là, j'ai écrit en rouge, si ces deux conditions ne sont pas remplies, le BMS sera automatiquement décombiné. Donc là, Mm. les données ne sont plus multiplexées avec les autres BMS. Ouais. Donc là, on arrête la communication CAN. Les onduleurs passent en mode défaut, plus de connexion CAN bus. Ouais. S'ils sont tous décombinés, mais non, si on a 3 BMS et qu'il n'y en a qu'un de décombiné, on continue. Oui. Hein. Donc, c'est pas ça qui va arrêter le système. Mm. Au début, il y avait plus de restrictions. Quand j'ai commencé le code, et puis après, avec l'utilisation, on a remarqué qu'il y a un tas de choses qui n'étaient pas utiles. Donc, au début, si par exemple la charge et la décharge du BMS étaient arrêtées, il était décombiné. Mais en fait, c'est pas utile de faire ça. Il peut toujours être connecté. euh, il peut toujours fournir des bonnes informations. Juste qu'on on a volontairement coupé la charge et la décharge. Et du coup, c'est juste mis dans le tableau de bord qu'il y a autant de BMS qui bloquent la charge, autant qui bloquent la décharge. C'est peut-être à cause d'une alarme dans le BMS, mais c'est peut-être parce qu'on a coupé le switch manuellement. Mm. Euh,
Donc voilà. Ok. Pour les shunts, c'est plus ou moins la même chose, sauf que ouais, ici aussi dans les BMS, avant, il y avait un switch qui permettait de combiner, décombiner manuellement le BMS, mais je l'ai retiré parce que ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Donc voilà, si vraiment on veut décombiner un C'était BMS, complexifié pour pas grand-chose, en fait. voilà, c'est ça. Puis des fois, quand il y a un problème, il fallait vérifier est-ce que tu avais bien, le switch est bien actif, à quoi ça sert, etc. Donc voilà. Par contre, je l'ai laissé pour les shunts. Donc les shunts, voilà, vous pouvez décider par défaut, il sera actif. Donc oui, ça je vais l'expliquer dans le prochain slide. Ouais. À partir du moment où on ajoute un shunt dans la configuration, et Mhm. si les conditions ici sont respectées, donc vous avez décidé de combiner le shunt, donc le switch est actif et il est online. Donc pour les shunts, le statut online, il n'y avait pas de sensor dans les composants. Donc j'ai juste fait un sensor moi-même et donc je vérifie si la tension est plus grande que 0 volt. Ouais. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'on reçoit des données valides et donc il peut être combiné. Ok. Euh, donc si ces deux conditions-là sont remplies, le shunt sera combiné et du coup, donc ça c'est les données qui sont récupérées du shunt. Ces données-là auront la priorité sur celles des BMS. Donc à partir de ce Mhm. moment-là, on va utiliser la tension, le courant, la puissance et le state of charge du shunt. Ouais. Euh, si on Et a un on seul shunt, écrase les données voilà, fournies par les par les multiples BMS. BMS. C'est ça. Donc là, donc, ils ont la priorité. On utilise uniquement les données du shunt ou des shunts, parce que Mhm. si on a plusieurs shunts, donc elles seront elles-mêmes multiplexées et on récupérera la moyenne de ces données-là. Ouais. Euh, et ensuite, ben voilà, donc c'est ces informations-là qui auront la priorité. Pour le reste, on garde les informations des BMS. Ouais. Ce qui fait que si on aurait par exemple deux shunts placés sur, enfin, en série sur deux BMS, on va faire la moyenne des deux. S'il y en a un des deux qui viendrait à cracher, tu te retrouves quand même avec la moyenne d'un BMS. Ouais, je pense que de toute façon, oui, ça, dans, Tu dans ce, conserves une marge de manœuvre. dans ce cas précis, on pourrait pas avoir deux shunts en série sur la même batterie parce que du coup, on va additionner le courant aussi et ça serait pas correct. Hmm. En fait, du coup, on peut mettre plusieurs shunts, mais il faut voir, c'est un shunt par batterie. Si vous voulez avoir un shunt sur chaque batterie, voilà, Ouais. si vous avez deux shunts Ouais, en série, ouais, dans c'est ces pas cas-là, tu ne mets pas un shunt par BMS et donc par batterie, et un shunt encore en amont qui prend la globalité de tout le monde. Alors, il faudra choisir soit on utilise uniquement le shunt qui a les infos globales de toutes les batteries comme Ouais, source de données, ou alors on met les 4 shunts, ou enfin un nombre de shunts par batterie, et donc c'est un BMS qui va donc multiplier là c'est toutes les l'utilisateur infos. qui fait son choix en fait des informations qu'il va récupérer. Voilà, c'est ça. Ben, le shunt est considéré donc dans la multiplication des informations. Le shunt est considéré comme un BMS, hein, donc Hmm, c'est comme si c'était une batterie en plus en parallèle en fait. Voilà. ok. Hmm, Sauf que comme le shunt est beaucoup plus précis, bah, c'est clair qu'il y a un intérêt à utiliser un shunt à la place des informations du BMS, surtout pour le state of charge ouais. qui est, qui franchement, quand on compare les courbes pendant l'hiver où on ne recharge pas tous les jours à 100%, là on voit qu'il y a des gros décalages entre un shunt et un BMS. Ouais. Et je pense que c'est valable pour tous les BMS, même si moi je connais plus les JK. Hmm, Voilà, de toute façon, un BMS à l'intérieur d'un BMS, le shunt n'a rien à voir avec un shunt externe comme un smart shunt ou un ouais. autre shunt. Ah, tu vois, moi pour le coup, j'ai pas installé de shunt parce que je suis en full pilon tech encore pour l'instant. Mhm. Mais elle commence à avoir un petit peu d'âge. Maintenant, les plus vieilles, elles vont avoir 4 ans et demi, je crois. Ce qui fait que quand on est entre les 90 et les 100%, on va avoir quelque part des erreurs dans la lecture justement
ce state of charge, puisque on va pouvoir très rapidement, en l'espace de quelques minutes, atteindre les 100% alors qu'on était à 90 ou inversement. La gradation se fait très mal à ce moment-là. Ok. Ok. Bon, voilà. Ah ben voilà. Bon, voilà, j'arrive déjà ici. Bon, on va continuer le diaporama. Je passerai à la suite après. Mais comme ça, vous voyez, là, c'est un utilisateur. Ça, c'est un Allemand, Wathamster. Donc, lui, il m'a fait pas mal de PR dans YAMBMS parce qu'il a quand même une installation assez complexe. Donc, il a 5 batteries, dont une batterie Daye, 2 batteries Basen Green et 2 coffrets Dixion. Je pense il a dû les monter lui-même. Ça, c'est les coffrets que Andy monte beaucoup sur sa chaîne. Apparemment, ils sont pas mal. Alors, il a 5 SmartShun, donc un pour chaque batterie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Donc, la batterie Daye, elle communique en CAN bus uniquement, hein. Donc, c'est une batterie, si je me rappelle bien, on la verra après sur la photo suivante. C'est une batterie qui a plusieurs modules à l'intérieur, en fait. Et donc, du coup, voilà. Donc, on récupère les informations sur le CAN bus de la batterie, sur le CAN bus de la batterie Daye, qui est normalement le CAN bus sur lequel on pourrait connecter un onduleur, en fait. Mais il est quand même possible d'aller récupérer des informations des cellules, etc. Donc voilà. Donc, ensuite, donc ça, c'est Là, il va récupérer ces informations-là avec un ESP qui n'est pas l'ESP, on va dire, master. Non, voilà, c'est ça. Donc ici, il a fait la configuration multinode que j'ai montré tout à l'heure. Donc on le voit ici, donc on a un bus RS485 entre chaque carte. Et, on commence à moins bien t'entendre. Ok. Bon, j'espère que ça va être rétabli. C'est mieux. Donc ici, je montrerai après sur GitHub les différentes cartes qui peuvent être utilisées. C'est une carte qui est assez sympa, la Liligo T-Connect. Donc, elle a 3 sorties RS485 et elle a une sortie ou une entrée CAN bus. Donc ici, donc le Daye est sur le CAN. Il a les 2 Basen Green sur une entrée. Sur la même ligne. Voilà. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous avez un protocole, vous pouvez superviser les mêmes modèles de BMS sur la même ligne, mais c'est rarement possible de commencer à mixer des BMS différents sur le même bus parce que la vitesse du bus est probablement différente ou les ID sont différents ou justement ou sont les mêmes et donc ça peut être des problèmes. Donc il a les 2 Basen Green qui sont supervisés sur une entrée RS485 et les 2 batteries Xiang sur un autre bus. Ensuite, il a ses 5 SmartShun. Alors là, du coup, je savais même pas que ça existait. Et il utilise, avec ESP-Home, on peut utiliser un Raspberry Pi Pico. Ouais, ça j'avais vu. Qui est basé sur. J'ai jamais testé pour le coup, mais j'ai vu que c'était possible. Donc là, voilà, il a fait la PR, donc c'est dans les cartes qui peuvent être utilisées. Et avec donc une puce RP 2040. Et pourquoi il a fait ça? Parce que je pense on peut supporter jusque 6 UART avec le RPI. Du coup, ce qui peut devenir plutôt intéressant, même en termes de tarifs, puisque les Pico, il me semble qu'ils ne sont pas si chers. Ils sont pas chers, hein. Ils sont pas chers. Et du coup, ça, tu pourrais les prendre en fait pour faire de la multiplex d'UART, en fait, aller attaquer plusieurs UART et venir les ramener sur un ESP master. C'est ça, c'est ça. Maintenant, je ne sais pas où en est l'état du code ESP Home, si tout est déjà fonctionnel. Je sais bien que celui-là, c'est la version qui n'a pas le Wi-Fi.
Donc là, voilà, ici, il n'a pas de Wi-Fi, il récupère les informations, il les partage. Ouais. Et par contre, il y a la version Wi-Fi du AirPi Pico. Ouais. Et je ne sais pas où ce qu'on en est dans SPO, mais est-ce que tout fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Donc, j'en sais rien. Mhm. En tous les cas, pour cette version-là sans le Wi-Fi, il pointe déjà vers un dépôt externe. Donc, je pense que le Ouais. code n'est pas encore totalement intégré non plus dans SPO, mais bon, D'accord. ça fonctionne en tous les cas pour sa configuration. Mhm. Donc, il a les informations de ces 5 chaînes et de ces 5 batteries. Et donc là, il a une LiDiGo T-Connect Pro avec un écran devant, mais bon, l'écran, apparemment, quand il active l'écran, ça lag un peu parce que c'est un écran avec une plus grande résolution. Mhm. Il n'a pas trop insisté sur ça, et donc je pense que chez lui actuellement, l'écran est carrément désactivé. D'accord. Donc, faudrait aller voir sur le site, j'ai pas en mémoire exactement, mais du coup, cette carte T-Connect Pro, on peut la Mhm. connecter en Wi-Fi, mais aussi avec un câble Ethernet. Et il y a d'autres trucs en plus dessus qui sont sympas, et ça se clip sur un Ride-in. Ça ressemble à la T-Connect ici, euh, Mhm. mais voilà, elle est un peu différente. Et donc voilà, donc il D'accord. utilise ça pour récupérer toutes les informations. Et c'est là-dessus qu'on a le code IAM-BMS, en fait, qui après multiplexe toutes les informations Mhm. et envoie les informations vers le, C'est vers le lui qui canvas. attaque l'onduleur derrière. Voilà, donc un Mhm. DIE 12K. Je vais Ok. montrer. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu la configuration de Watthamster. Mhm. Euh, donc on l'a sur la gauche, on voit son onduleur, une partie de la batterie DIE, Ouais. avec un petit écran là en haut à droite. Et puis sur le Mhm. côté, voilà, on a les 4 packs avec les 5 Smart Shunt. Mhm. Et Donc, un joli bus bar, hein. ouais, ouais, fait maison, à mon avis. Il est costaud. Ouais, ouais, ouais. Il a l'air costaud. Voilà, voilà. Hein. Bon, les questions, je suppose que vous en aurez encore, mais voilà, c'est la fin du diaporama. Du petit diapo. Ouais. Rien dans les commentaires, s'il y a des questions, des choses qu'on n'a pas abordées, n'hésitez pas à nous le signaler. Euh, voilà, bon, je vais pas passer toute la doc en revue parce que c'est plus ou moins ce que j'ai Ouais. expliqué ici. Euh, ouais, je fournis aussi un firmware démo qui peut être flashé directement, donc il est déjà compilé. Il y a une procédure pour l'installer. Alors on peut le mettre sur un ESP32 sans connecter de CAN bus, sans rien Ouais. connecter, et on peut déjà avoir un tableau de bord comme ça et un peu chipoter avec 3 BMS euh, Mhm. et voir un peu comment ça se passe. Ouais. Alors tiens, je vais Euh, faire une question noob. Sur quel type de SP32 tu peux le ah flasher voilà, ce ben, ça, petit ça, ça, code? c'est intéressant. Donc là, je vais quand même montrer du coup cette page. JM Picture qui demande si le Smart Shunt va prendre la main sur le BMS. Sur le BMS. Oui, donc tout à fait. Donc à partir du moment où il y a SmartShun qui est installé, comme je l'ai montré dans le slide tout à l'heure, Hmm. je vais revenir mais pas le mettre en plein écran. C'est le Smart Shunt qui va devenir prioritaire en fait Voilà, sur les données qui vont être envoyées vers l'onduleur. c'est ça. Donc, les 4 données qu'on a là du coup à l'image sont écrasées par celle du Smart Shunt, et c'est le Smart Shunt qui a la priorité tout simplement. Ouais. Alors aussi une question à laquelle je pense tout de suite, c'est pour ceux qui ont des JKPB, euh, qui se posent la question, parce qu'il y a des paramètres à l'intérieur du JKPB pour définir l'attention RCV, l'attention de float, tout un tas de trucs, enfin toute la logique JKBMS intégrée au JKPB, donc pour générer en fait, pour
générer la connexion CAN bus et pour la logique de charge, en fait. Il faut savoir jusque quand on va envoyer la tension bulk, on va demander une tension de charge bulk ou on va passer en float. Donc, toute cette logique-là, si vous utilisez YAML-BMS, elle ne sert à rien du tout. Donc, je veux dire, parfois, les personnes font le mélange et ne comprennent pas bien. Ils ont bien mis une tension RCB dans le BMS de cette valeur, mais en fait, ce n'est pas utilisé. Donc, voilà. Ok. Ici, pour les cartes, je peux juste passer les BMS, je n'ai pas encore mis à jour. Ben voilà, on avait les JKB, JKPB, les JBD, les CEPLO. Il y a les DY maintenant en plus. Basen Green est dedans, oui, ce qu'on a vu tout à l'heure. Tiens, j'ai une question, moi je pense à ça parce que j'ai un collègue qui a pris ça comme onduleur. Au niveau des Huawei, oui. Il y a quelque chose ou il n'y a rien? Parce que apparemment, de ce que j'ai compris, le protocole a l'air d'être assez fermé et si tu achètes un onduleur Huawei, tu n'as pas le choix, c'est batterie Huawei. Oui, donc en fait, il y a énormément d'onduleurs Huawei qui sont installés aussi en Belgique, parce que je suppose que c'est ceux qui sont batterie ready, comme ils disent. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, et donc en fait, ils utilisent des batteries haute tension. Les batteries haute tension, je pense, on monte quand même dans les 400 volts ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis intéressé à ça parce que j'ai été voir un peu comment c'était fabriqué. En fait, ce sont des batteries 16S. Je pensais que vraiment, ils avaient pris beaucoup de cellules. Maintenant, ce sont des batteries 16S avec un gros transformeur DC-DC, donc qui augmente la tension. Donc, du coup, d'accord. et ouais, c'est assez fermé, ouais. Et ces batteries coûtent un pont. Ouais. Donc à la limite, vaut mieux aller chercher les batteries plug and play que tu viens brancher sur ta prise de courant dans ces cas-là, et puis tu te retrouves à payer finalement moins cher grâce à ça. Ouais. Voilà, j'ai mis comme remarque, voilà, on pourra intégrer d'autres marques de BMS. À partir du moment où ils sont déjà existants de SPO sur un gîte déjà publié, bon, c'est beaucoup plus rapide. Je peux faire ça assez rapidement. Les shunts, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc Smart Shunt et Jungtech KHF. Alors voilà, en SP32, de toute façon, on va dire globalement, ils peuvent tous être supportés. Je conseille quand même maintenant d'avoir une base ESP32S3, même si ça fonctionne quand même avec un ESP32 classique. Si c'était pour c'est vrai qu'au niveau de la différence de prix, aujourd'hui, il vaut mieux partir sur du S3, hein, de toute façon. Voilà. Alors aussi, j'ai mis en avant quand même tous les produits. J'ai pas de partenariat, hein, mais les produits M5 Stack Atom S3. C'est assez facile si vous n'aimez pas souder, si vous n'avez pas soudé, si vous voulez juste clipser des pièces comme des Lego, voilà, c'est assez pratique. Donc là, on parle de l'ESP32. Donc ce sont tous des ESP32 S3. Alors, les deux premiers, bon, c'est la version Lite, il n'a pas l'écran. Alors, ils n'ont pas de PS RAM pour les deux premiers, et la version S3R, il a 8 mégas de PS RAM. Ok. Avec un tout petit écran. Donc, après, il faut choisir une base. Donc, ils ont tout un tas de choix de bases, base CAN, base RS485 et plein de trucs. Et on peut aussi connecter ce qu'ils appellent une unité, donc en sortie, pas du port USB, mais de l'autre côté, il y a un port, ils appellent ça, je ne me rappelle plus comment. C'est un port à 4 broches. Évidemment, il y a les ESP32 classiques, ESP32 S3. Cette carte-là aussi était intégrée. Il y avait une PR qui existait pour justement faire fonctionner le port Ethernet, et ça sera totalement inclus dans ESP Home 2025.7, donc le mois de juillet. J'ai aussi fait pour utiliser le CAN HAT de Waveshare avec 2 sorties CAN bus. Ici, c'est un exemple. C'est
une base ESP Berry qui fournit un ESP32 et alors un connecteur GPIO pour connecter justement le CAN HAT qui est celui qui était prévu pour un AirPi en fait. Un AirPi D'accord. 3 ou 4. Mhm. Tu as aussi les cartes Liligo qui sont quand même pas mal. Moi j'en ai une comme ça, Ouais. j'ai la Liligo Tican 485. Simplement avec une entrée RS485, enfin, entrée-sortie, peu importe, et alors une Mhm. sortie CAN bus. Donc, ce que j'utilise chez moi pour les batteries au Portugal. Donc, Ouais. j'ai un bus pour mes batteries ici en entrée. Et alors, si on veut aller un peu plus loin, ici, la T-Connect, qui est vraiment pas mal parce que quand on voit les Peterboard et que ça coûte $200, bah ici, voilà, avec j'ai une belle carte comme ça, c'est un ESP32S3. Mhm. On a Ouais. 3 RS485 et on a un CAN bus. Donc voilà, on peut déjà faire pas mal de choses avec ça, hein. Mhm, mhm, mhm. Ouais. Dans Et un la espace personne- qui est quand même assez restreint quand on regarde la taille du petit Oui, chip c'est ESP, justement, ça a pas l'air d'être beaucoup plus gros qu'un ESP classique. ouais, ça fait peut-être 8 cm sur 8, quelque chose comme ça. Mhm. Mais justement, la Ouais, personne on le fait prend quoi? tout On à l'heure. colle à peu près 4 SPS3 ensemble et on a cette taille-là, quoi. Ouais, ouais. À peu de choses près. Le- Donc la personne qui est venue chez moi tout à l'heure, c'était cette carte-là qu'il avait. Mhm. Il est venu tout à l'heure avec ça. Alors ça aussi, il y a quelqu'un qui utilise ça, la carte Olimex avec un port Ethernet. Euh, Ouais. bon, moi, j'ai pas tout ça, hein, donc c'est beaucoup d'utilisateurs qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut rajouter ça. Et donc je Mhm. l'ai ajouté parce que voilà, c'est assez rapide à faire et que Ouais, ouais. je trouve ça De sympa. toute façon, c'est juste les ordres de pin, de toute façon, à changer. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer une petite photo tant que je suis là. Je pense, oui, c'est lui. Voilà. On l'a vu tout à l'heure déjà. En gros, voilà ce qui est possible de faire. Voilà, donc avec une carte comme ça, ici, l'utilisateur, il a un réseau CEPLO et un réseau JKPB. Il récupère les informations de CBMS et puis la sortie CAN vers son DAI. Mhm. Ça permet de, sans commencer à devoir se faire un prototype, acheter des cartes CAN séparées, RS485 Ouais. séparées, commencer à souder. Je pense que ça Là, coûte. on a quelque chose tout de suite qui est propre, qui est clean. Tout est déjà dessus. Il n'y a pas à se prendre la tête. Ça coûte 50 euros. Mhm. Voilà. C'est pas donné, mais c'est pas exagéré non plus, je trouve. Mhm, mhm, mhm. Donc voilà, ça Et c'est pour les cartes. je Oui, pose la question, il y a de l'isolation galvanique quand même au niveau oui, des ouais, convertisseurs là-dessus, ouais. ouais, ouais. Oui, donc c'est vraiment pas volé. Euh, voilà. Sinon, au niveau des cannes transceivers, il y a ouais, trucs classiques, hein. Donc, Ouais. les JA 1050, 1051, Mhm. le SN65. Donc là, c'est l'exemple justement de la base CAN bus pour Mhm. l'Atom S3. Ouais. On peut aussi trouver le CAN bus. Ça, c'est l'unité CAN bus. Du coup, elle se connecte, ça se connecte à l'arrière de l'Atom S3. Euh, Mhm. comme j'ai montré tout à l'heure la photo là dans le diaporama. Et alors aussi Ouais. le MCP 2515. Et MCP. Mhm. Tout ça Voilà, pour communiquer en CAN. voilà. Pour les cartes RS485, ici c'est l'unité pour l'Atom S3. C'est la Mhm. carte qu'on utilise dans le PV Brain. Dans le Pi Brain, ouais. Qui est des fois un petit peu dur à trouver. Il faut attendre et elle revient en stock chez les fournisseurs. Mais il y a Bandit qui travaille sur une version open source de cette carte-là. Ok, Et peut-être même avec une upgrade qui permettrait de sélectionner, peut-être même de façon automatique, si c'est du RS 485 ou RS 232. Donc ok, elle ferait les deux en une seule carte. ok, pas mal. Euh, voilà, puis cela, c'est une carte qui est aussi assez connue, qui coûte
pas Ouais, grand-chose. celle-là qui est Elle est ultra pas connue, isolée. ouais, et qui vaut quoi? Ça vaut 1 € ça? Ouais, c'est Mais ça. par contre, aucune isolation là-dessus. Voilà, pas d'isolation. Et donc ça, oui, c'est des choses qu'on discute aussi souvent quand je reprends ici le slide avec le multinode mode bus. Hmm. En tout cas, je considère que à partir du moment où on a le nœud YAM BMS qui est connecté vers l'onduleur, bah, là, je trouve que c'est bien d'avoir une carte CAN bus qui serait isolée, Ouais. même si c'est pas Avant d'attaquer les onduleurs voilà, pour avoir une protection pas quand toujours même. nécessaire. Mais par C'est, exemple, il y a un moment aussi, il faut se dire, ça vaut pas le coup d'être radin au point de risquer de cramer son onduleur, quoi. voilà. Mettre des fois 10 ou 20 € de plus, c'est quand même une sécurité. Et alors, parce que du coup, avec les atomes S3, c'était une discussion. Je pense que l'unité RS485 est isolée, mais la base n'est pas isolée. Je pense que Hmm. pour les nœuds ici serveurs, si entre eux, de toute façon, ils sont que connectés entre eux, si on supervise des BMS Bluetooth par exemple, ou des Hmm. trucs comme ça pourrait être une base non isolée, non isolée, Oui. et on pourrait prendre une unité isolée pour YAM Hmm, BMS avant de récupérer les informations. Et hmm. comme Ouais. ça, on a C'est déjà ça. coupé, on va dire, On tout ce qui était derrière. s'isole côté Ouais, onduleur, on va s'isoler. Côté ouais, batterie, on va s'isoler. Tout ce ouais, qui est à l'intérieur, en soi, il n'y a pas de réel besoin. Si ça vient cramer, bah, au pire des cas, voilà, c'est vos ESP qui crament. Mais tout le reste est safe. Donc, tout ce qui coûte réellement cher est protégé. voilà. Et puis ici, voilà, on a une petite liste que je dois encore mettre à jour. J'ai reçu encore maintenant des onduleurs, quelqu'un qui utilise un onduleur Schneider qui fonctionne aussi. Il y a encore un autre onduleur, j'ai pas retenu le nom, mais voilà, sinon c'est beaucoup. Là, on a les Day, Mhm. Goodwee, Sofar. Godwig qui est pas euh, trop connu, j'ai l'impression, par chez nous. non, 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 non. En fait, le Goodwee, en fait, c'est l'onduleur de Yuka SA 007. Donc, à la base, il a développé pour son onduleur. Ouais. Il y a une autre personne qui l'utilise aussi qu'on a ajouté, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup, non. Euh, Ah, ah, si, encore allez, trois personnes. Sofar, il y a beaucoup en France, par contre. ouais, 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 j'ai l'impression ça. Oui. Et justement, le mec qui est venu tout à l'heure du nord de la France, il avait aussi un Sofar. Hmm. Et parce que là, je peux dire, ça, c'est français, français, non. Donc voilà. Ouais. Euh, alors, Les Gros gros Watt, watts. Solis, Mhm. les Lux Power et les EG4. Les EG4, c'est des Lux Power qui sont renommés avec aussi, enfin, Ouais, qui sont c'est juste légèrement, réestampillé d'une autre marque et puis voilà. ouais, peut-être avec un firmware légèrement différent, mais Ouais. enfin, c'est- globalement, Le c'est la même chose. fabricant met sa petite surcouche et puis Ouais, enfin le fabricant, le revendeur met sa ouais. surcouche. Et alors, les Victron, évidemment. Hmm. Euh, Midnight, ça s'est utilisé beaucoup aux États-Unis. Ouais. SMA, j'ai personne. Je sais que ça fonctionnerait, mais donc en fait, le protocole que j'ai montré tout à l'heure SMA, c'est celui qui est pour le Sony Iceland, donc Hmm. onduleur off-grid en fait de SMA. SRNE, ouais, ah, tiens, Hmm. je me rappelais même plus, j'avais ajouté un SRNE. Comme quoi. Ok, enfin voilà. Euh, et donc oui, c'est comme le DAE. Bah, ouais, après, aux États-Unis, on a les Solarc, c'est la même chose. Ouais. Sauf que ça coûte 2 fois plus cher. Et en fait, Daye ne Tant peut qu'à pas faire. vendre aux États-Unis. Voilà, ils peuvent vendre en Europe, mais là-bas, aux États-Unis, c'est uniquement Solarc. D'accord. Et le firmware est aussi peut-être un peu différent, mais enfin, globalement, c'est le même matériel, quoi. Hmm, hmm, hmm. Donc voilà, ça c'est pour les onduleurs. Voilà. Hmm, hmm, hmm. Donc là, on a fait déjà un bon gros tour de ce qui était compatible. Ouais. Donc ici,
Donc ça, c'est deux pages intéressantes à lire. C'est comment YAMBMS se comporte en fait. Quelle est la logique aussi? On a la logique de charge. Je ne l'ai pas montré. Je vais l'expliquer. Euh, je pense que c'est dans YAMBMS Behavior. Ici, j'explique. Je pense que c'est là ou je ne sais plus. Non, c'est pas dans celle-là. Je pense que ça serait mieux que je le mette sur la page avec les onduleurs en fait. Voilà. Ah, c'est dans les fonctions alors. Voilà, donc ici, toutes les fonctions seront expliquées sur cette page. Ok. J'écris toujours en anglais, mais bon, vous savez traduire assez facilement avec votre Ouais. Et navigateur. au pire des cas, maintenant, la plupart des navigateurs, on peut faire un clic droit et traduire la page. Ouais. Voilà, donc j'avais fait un petit tableau pour chaque onduleur, sur quel mode batterie il fallait le configurer et le protocole qui marche le mieux, on va dire. Hmm. Voilà, donc là, il y avait un petit résumé avec ça. Ok. Euh, les fonctions, je pense que je vais les expliquer moi-même quand on sera dans le tableau de bord. Hmm. On va regarder la logique de charge. Ouais. Ah merde, j'ai appuyé sur l'image. Alors. Ici, c'est pas vraiment la logique de charge, mais c'est un peu le corps de YAMBMS, un peu comment ça fonctionne. Mhm. Euh, Là, voilà. Donc, c'est le comportement par défaut si au moins un BMS autorise la charge. Donc, ça, évidemment, on va regarder. Tant qu'un BMS autorise la charge, ben, la charge est autorisée, hein, en gros. Euh, Mhm. donc, si un BMS bloque la charge, ben voilà, il sera marqué. On verra dans le tableau qu'il y a un BMS qui bloque la charge. Euh, Soit parce qu'il est en erreur, il a une alarme ou je ne sais pas. Mhm. Mais ça va Mais pas bloquer les autres batteries. non, ça ne va pas bloquer les autres batteries. Et Au du début, coup, je pense que c'était l'onduleur le lui cas, mais là, recevra pas l'information. C'est uniquement la batterie qui va faire son rôle de coupe-circuit sur une seule batterie et l'onduleur va continuer à charger les autres. voilà. Par contre, si le BMS est en alarme, donc là, il y aura bien sur le CAN bus l'information qui va passer. Il y a une alarme, voilà, on a une Ouais. alarme, hein. Donc, enfin, un warning en fait. Tant que c'est un BMS, j'envoie un warning. Si ce sont tous les BMS qui sont en alarme, alors là, c'est une alarme et Mhm. tout peut s'arrêter. Ouais. Euh, En fait, tant qu'il te reste un BMS qui est pas en alarme, ça continue à fonctionner. voilà. Donc, on a un mode force bulk. Voilà, si on est en float et qu'on veut relancer une charge bulk manuellement, donc ça, on peut le Mhm. faire. Alors, la logique de rebulk. Bah, je pense que ça sera quand même plus clair si je le fais dans le tableau de bord, je pense. En Mhm. regardant ça. Ouais. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était, bon, ça, l'équation, on va vous la passer. C'est bi si tu passes par là, tu vas pouvoir Voilà. t'amuser à faire la petite équation. Bon, en gros, voilà. Donc là, quand j'ai repris le code, c'était une logique de charge toute simple. Donc, un peu comme on a avec un chargeur solaire classique. Donc, Mhm. on charge avec une tension de bulk. Et puis, quand on arrive à cette tension-là,
on a un timer d'absorption. Et donc voilà, on peut Mhm. choisir d'absorber pendant 30 minutes, 1 heure ou plus. Maintenant Ok. ici, c'est une logique qu'on appelle la logique de cut-off. Donc une fois qu'on arrive à la tension de la batterie, donc là, on analyse. Ah ouais, donc toute cette logique est basée sur pas sur la tension en fait de la batterie, sur la tension globale, mais sur la tension maximum, sur la tension la plus haute de la cellule en fait. Donc pas forcément dans une seule, enfin dans toutes les batteries. Donc là, euh, il y a un BMS connaît quelle est la cellule qui est la plus haute, dans quel pack, et donc et le numéro de cellule. Donc là, on analyse toujours la cellule qui est la plus haute. Mhm. Et donc voilà, ici on a un exemple, je pense, c'est pour, ouais, voilà, c'est pour LFP. Donc ça, c'est basé pour du lithium fer phosphate. Parce que aussi, vous verrez dans la configuration, on peut définir les autres technologies lithium avec des valeurs différentes et des valeurs de cutoff qui sont différentes, quoi. Ok. Donc voilà, on va toujours analyser la tension de la cellule qui est la plus haute parce que justement, c'est ça qui est important. Si on a un pack qui est mal équilibré et qu'on a une cellule qui arrive bien avant les autres, donc voilà, on se base sur ça. Et donc, en fait, cette logique, on va dire, c'est un peu ce qui ressemble quand Victron parle de courant de queue, en fait. Donc quand on arrive à la tension ici, donc si on prend l'exemple, on va charger notre pack à 3,45 volts par cellule. Ouais. À partir du moment où la tension de la cellule la plus haute atteint 3,443 volts, là, on rentre dans la phase de cut-off. Et à partir du moment où le courant devient plus petit que 4 ampères, à ce moment-là, on dit, voilà, on rentre dans les conditions où la charge peut s'arrêter. Mhm. Donc voilà, donc là, la phase de cut-off, on est ici dans le petit carré bleu. Alors, voilà, il reste encore une dernière condition à respecter, c'est est-ce que toutes les cellules sont égalisées? Donc, Mhm. si elles sont toutes égalisées, ça c'était le code original, il y avait uniquement cette fonction-là, j'ai ajouté quelque chose en plus après. Si elles sont toutes égalisées et que donc pendant 60 secondes, l'équilibreur actif, enfin, ou l'équilibreur tout court, ne travaille plus. Donc là, on considère que la batterie est totalement égalisée. Et du coup, là, on peut envoyer le statut de fin de charge et alors on passe en float. En float, ou Ok. si vous n'activez pas le float, on, on coupe la charge complètement. Et donc, voilà. Mhm. Seulement, ça peut poser des problèmes pour les personnes qui ont plusieurs packs. En fait, j'ai une personne qui avait 7 packs et cette batterie qui était vraiment très mal égalisée. Donc, on arrivait dans les conditions, mais la charge ne se terminait jamais. Parce D'accord. que, en fait, on aurait pu égaliser les cellules pendant des jours et des jours et des jours, et ça ne serait jamais terminé. Donc, j'ai ajouté en plus un petit élément de sécurité. Donc, j'ai ajouté un timer qui s'appelle, il y a un switch Ouais. dans le dashboard qui s'appelle OC Timer. Donc, OC, c'est End of Charge. Et donc, si, si la batterie, si les cellules ne sont pas égalisées, 30, donc ça, c'est la valeur par défaut du timer, c'est 30 minutes, ça peut être changé dans le code, enfin dans les YAML principales. Donc après 30 minutes, on considère quand même que la charge est terminée. Donc ça correspond un peu à un timer d'absorption. Je l'ai activé par défaut parce que j'ai pas envie d'être tenu responsable euh, de éventuellement voilà, laisser une batterie avec une tension bulk pendant plusieurs jours. Mhm. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est expliqué. Si vous savez, si vos batteries, enfin moi, je ne l'utilise pas ce timer. Euh, Ce qui n'empêche pas, en fait, si votre batterie est très bien égalisée, ça va se terminer avant les 30 minutes. Donc, Mhm. à partir du moment où La si votre condition ne batterie sert est, plus à rien. voilà, donc si l'égaliseur actif
ne travaille plus pendant 60 secondes, qu'il est donc voilà, donc à partir de ce moment-là, la condition est validée et donc on déclare que la batterie est chargée. Mhm. Alors pendant tout ce processus, à partir donc on n'enverra jamais 100% à l'onduleur tant que la charge n'est pas terminée. On va rester bloqué à 98%. Ouais. Pourquoi 98%? Parce que donc, certains onduleurs se basent vraiment sur le state of charge de la batterie. Et à partir du moment où on est à 100%, ben, l'onduleur ne respecte même pas ce que le CAN bus demande et voilà, il ne Mhm. charge plus la batterie. Apparemment, 99, ça posait. L'onduleur Ça pose commençait souci. déjà un peu à ralentir et Mhm. voilà, donc voilà, on l'a mis à 98. Voilà, voilà. Euh, Ok. bon, voilà, je pense que maintenant on va passer un peu dans le code Ouais. et dans Comment tout ça s'organise? voilà, dans ma Euh, allez, dans le code. Non, je repars un tout petit peu quand même ici pour vous montrer que vous pouvez choisir des YAML d'exemple pour commencer. Mhm. Donc ici, j'ai fait des YAML en deux versions. LP, ça veut dire Local Package. Donc à ce moment-là, il faut absolument avoir le dossier complet ici, package, avec tous les YAML à importer pour pouvoir Ouais. compiler. Tiens, tu peux montrer vite fait comment on fait du coup pour récupérer intégralement le code? Ouais, Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment faire pour récupérer le code sur GitHub. voilà. Donc, il y a une procédure d'installation. Je ne vais pas ouvrir la page, mais vous pouvez le faire en ligne de commande si vous allez ici, si vous suivez la procédure d'installation. Mhm. C'est expliqué en ligne de commande comment cloner le GitHub, ou sinon, vous pouvez aussi le Git faire comme ça. directement. C'est plus simple. Ouais. Télécharger le Petit zip. menu déroulant, on ouvre, on télécharge le zip et puis on n'a plus qu'à récupérer le dossier package et tous les petits fichiers qui vont bien. Où là, il va me Et on demander place ça au bon d'enregistrer. Et endroit. puis, à partir de ce moment-là, vous aurez absolument tous les fichiers. Alors aussi, ce qui est possible de faire, c'est bon. Moi, je travaille, je suis toujours en retard de une release en fait, parce que ça m'arrive. Je passe on est en version 1.5.7. Parfois, je fais des corrections, parfois j'ajoute des choses, et à partir du moment où je sais qu'il va y avoir un très gros changement, là, je vais faire la release 1.5.7 et après, je laisserai ouvert quelques semaines ou des fois quelques mois avant de vraiment clôturer une release. Mais c'est Mhm. possible aussi d'aller ici télécharger une ancienne release. Ouais. Donc on peut télécharger le code source ici en zip pour compiler. Euh, Mhm. Par exemple, si vous voulez compiler avec un ESP Home plus petit que 2025.5, vous devez utiliser YAMBMS 1.5.5. À partir de YAMBMS 1.5.6, on est passé sur ESP Home 2025.5 qui a introduit des changements où il fallait modifier le code. Et donc, Mhm. voilà. Donc, il y a toujours une possibilité de revenir en arrière sur des anciens codes. Vous avez à chaque fois le changelog euh, pour chaque release. Mhm. Impeccable. Je sais pas, j'ai l'impression que ma connexion Internet, elle est super lente depuis tout à l'heure. Je sais pas si Ouais, j'ai c'est le l'impression il y fil a des ou... fois où peut-être tu frises légèrement sur l'image, mais on a le son. Donc, Ok. Alors, je sais bien que je suis en Belgique, mais quand même. il y a de la route hein, jusqu'en France, mine de rien. Ouais, écoute, Ouais. il faut traverser la frontière. Ouais, là, c'est vraiment super lent, hein. J'ai jamais eu ça, Ouais, quoi. Je sais pas si c'est le stream qui fait ça. ouais, c'est possible que le stream te bouffe pas mal de mémoire. Ok. Euh, donc voilà. Donc il y a les YAML en version LP, Local Package, et les Hum, nouveaux YAML. Moi, je conseille vraiment les versions RP, Remote ouais. Package. Comme ça, Hum, vous allez pouvoir aussi le compiler dans Home Assistant facilement, hum, sans devoir copier des dossiers ou d'autres fichiers. ouais. Et Donc, voilà. le remote package, en fait, ça permet d'aller chercher directement sur le GitHub
les dernières versions des fichiers. Il n'y a pas besoin de s'embêter à aller les télécharger, à faire ces mises à jour soi-même de ces fichiers en local. Là, on va directement attaquer donc sur le GitHub et forcément tout sera à jour, il n'y aura aucun souci. Ça a quand même un inconvénient, c'est que le jour où vous avez plus Internet, vous ne pouvez plus compiler si vous n'aviez pas fait une copie chez vous. Ouais. Ça, c'est le petit problème. Voilà. Et pour la petite histoire, en fait, quand on compile comme ça en remote package, en fait, il télécharge quand même tous les fichiers, mais on ne le voit pas, en fait. Il les télécharge dans les fichiers de build et ensuite, ils sont compilés. Donc, tout est quand même en local, mais c'est invisible. En fait. On les a, faut savoir où aller les chercher. On peut quand même aller les récupérer, mais ils sont dans un petit dossier caché de mémoire. Voilà. Je vais passer vraiment dans le code ici, ça sera plus rapide. Ouais. Voilà. Donc, ça, ce sont tous mes YAML. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, on est dans Visual Studio Code, qui permet de pouvoir modifier tous les codes de façon beaucoup plus simple qu'avec un bloc texte ou les éditeurs de code qui est d'inclus sur du Home Assistant ou même Notepad++. Virtual Code, c'est quand même vachement mieux. Ouais. Donc voilà, j'ai aussi le code PVBrain parce que je contribue aussi au code PVBrain 2. Ouais. Donc là, je passe dans YAML-BMS. Ça, ce sont tous mes YAML de test. Donc en gros, ça, c'est les YAML qui sont publiés. J'ai mis dans la remarque au début du GitHub qu'on peut se baser sur ce YAML d'exemple. Mais si vous savez que vous avez des JKPB RS485, voilà, vous prenez celui-là. C'est à chaque fois un exemple pour un modèle de BMS, c'est ce qui n'empêche pas de mettre plusieurs modèles de BMS dans le même YAML. Un fichier peut être inclus plusieurs fois. Parce que là, en fait, on travaille sur un système de package, donc on fait des inclusions. Donc, on a un YAML, donc un fichier de base, dans lequel on va venir importer d'autres fichiers. Et un fichier, forcément, on peut le mettre plusieurs fois en modifiant simplement un ID de manière à pouvoir les cumuler plusieurs. Voilà. Il y a aussi dans le GitHub des fichiers d'exemple où là, on a vraiment le code à importer pour chaque BMS. Je prends l'exemple d'un CEPLO. Donc là, c'est pas un code qui est fonctionnel, on ne peut pas le compiler, mais c'est juste l'exemple de ce qu'il faudra inclure si on veut, par exemple, si on a deux CEPLO, V1, V2, voilà, ça c'est les packages en version LP, donc local package. Je vais prendre le même en remote package, vous allez voir, c'est un peu différent. Donc on a l'URL du GitHub où aller les chercher. Donc on doit, ici dans cet exemple, on doit incorporer le mode bus. On doit déclarer le bus, donc 485 mode bus, avec sur quel UART on va le connecter. Et puis, on importe nos deux BMS. Donc, c'est à chaque fois le même fichier qui est importé deux fois, mais avec un peu des informations, des variables de configuration différentes. Donc, BMS1, BMS2, avec son ID, voilà, Modbus ici. Donc, vous pouvez aller piocher dans ces exemples pour vous créer votre propre YAML. Parce que les exemples que je donne, si je prends ici, là, j'ai pas donné un exemple où je faisais un mix de JK et de CEPLO et de JBD, par exemple. Mais c'est possible de le faire. Voilà, ici, donc, je fais un exemple uniquement pour des JKPB. Ouais, on va prendre le code du début. Donc, si vous voulez définir une IP manuel, vous pouvez décommenter ça et configurer votre IP. Moi, honnêtement, je ne conseille pas. Je pense que tu travailles aussi avec Proxmox, je pense, Dakara. Ouais,
Bah, C'est- je travaille avec Proxmox, mais mon Home Assistant n'est toujours pas migré. Ça fait Ok. des mois qu'il faut que je le migre. Et il tourne toujours sur un Raspberry parce que bah, c'est comme ça que j'ai commencé et Ouais, ça tourne très bien dessus. Ce ouais. qui fait que je procrastine. Ouais, de toute façon, peu importe. Enfin, moi, en fait, mon travail, moi, je travaille dans la télécommunication, donc dans les réseaux informatiques et tout ça, donc programmation de switch aussi. Euh, et le plus simple quand même maintenant, c'est de travailler avec le DHCP et de faire des réservations d'adresses. Donc ça, vous pouvez normalement le faire aussi dans votre box. Mhm. Euh, donc, à partir du moment où vous connaissez l'adresse MAC de votre ESP32, voilà, vous pouvez réserver une adresse pour qu'elle ne change jamais. Et donc, ça sera associé à son nom. Et c'est plus simple que de mettre une IP statique, je trouve. Surtout si vous reflashez le SP32 un jour sur un autre réseau Wi-Fi, ben voilà, il aura une adresse IP qui viendra de la box via le serveur DHCP Mhm. et sera fonctionnel. Ou sinon, enfin, voilà. Ouais. Moi, enfin, c'est Mhm. comme ça que je travaille, mais c'est possible de définir une IP manuelle quand même. Ouais, moi, Ça, j'ai c'est le tendance, tu vois, justement à aller les définir manuellement dans le SP systématiquement. Ok. C'est ça que je faisais avant, j'avais tout mais maintenant tous mes devices, tout est en, tout est Mhm. absolument, enfin, Ouais. presque tout Mhm. est est en DHCP avec des réservations, Ouais. même pour mes serveurs et tout ça, quoi. Mhm. Mais ouais, je le fais de Euh, plus en plus quand même d'aller les mettre dans le DHCP. Mais la raison, c'était que si tu changes de box, tu es obligé de tout refaire. Là où si tu le fais dans le ESP, c'est le SP qui prend la priorité. Je faisais surtout dans le SP parce que j'avais une box fournisseur. Alors c'est différent pour toi du coup en Belgique. Euh, mais nous, avec les box Free, SFR, Orange, le jour où tu changes, tu migres sur la version d'après de ta box, bah t'as tout perdu. Et donc maintenant, moi, tiens, je vais, euh, j'ai, hop, où c'est qu'il est? Attends, je sais pas si on va le voir. Non, perdu. Là, j'ai cette chose là. Et maintenant, c'est ça qui travaille en tant que routeur modem chez moi. ah, Donc ma box Free ramène là-dessus. je Et n'ai pas puis la, comme ça, on est bon. je peux passer sur le stream, mais Et euh, ben, tu regarderas le replay. ça va. Sinon, c'est quoi, un serveur, un firewall peut-être? Euh, c'est un gros routeur de chez Asus. Ah, ok. Bon, en fait, regarde, comme tu as Proxmox, ça, moi, j'utilise OpenSense. C'est un firewall OpenSense, ouais. machine virtuelle. Tu connais? J'ai failli, tu vois, et Ça fonctionne bien. finalement, j'ai préféré prendre une grosse box. Ok. Et donc, voilà, c'est là-dedans que je fais les réservations d'adresses. Mm, C'est très important, en fait, ce truc, parce que il y a énormément de problèmes quand on flash les SP32 où ça ne fonctionne pas. C'est ouais. vraiment super important. C'est qu'en Mm, réalité, le nom que vous allez mettre, et donc ici, ça, c'est mon serveur DNS avec des réservations d'adresses. Euh, ouais. donc, à partir de Mais 81, j'ai pas mal de tu vois, SP3. on m'a dit une fois que de toute façon, ton serveur DHCP, il a un travail, c'est de fixer les adresses. Donc, faut lui laisser faire son travail, en fait, tout simplement. Ouais, ouais. Bah, ici, c'est le serveur DHCP. Juste que, voilà, je l'ai. En général, quand l'adresse est souvent, il se redistribue la même, mais là, je veux être sûr, donc j'ajoute Mm, des réservations d'adresses, et donc c'est sûr que, voilà, il aura toujours cette adresse-là. Et voilà, là, je vais revenir dans le YAML. Et mm, ça, c'est super important. Donc, bon, ici, on va le voir après. Bon, OTA, API, c'est classique à déclarer. Enfin, API, je vais quand même mettre un mot sur ça. API, c'est si vous utilisez Home Assistant. C'est la connexion entre Home Assistant et le SP32. Justement, je mets mm, un reboot time de 0 secondes parce qu'on n'a pas envie que si on perd la connexion avec Home Assistant,
parce que par défaut, après 15 minutes de perte de connexion avec Home Assistant, le SP32 va redémarrer. Et donc, c'est pas toujours le top parce que voilà, on coupe la communication CAN bus avec l'onduleur et Ouais. là, Là, tu recherches vraiment la sécurité, la fiabilité du ouais, YAM hors Home Assistant ouais, et non pas d'avoir à tout prix une communication voilà, pour que toi, tu vois les données. Ce qui compte, c'est que voilà, l'onduleur, lui, les reçoive. ouais. Alors, si on n'utilise pas l'API, ben, on peut utiliser une QTT. Ouais, ça, c'est. Voilà, en modifiant bien sûr les usernames et passwords. Ouais. Donc, à ce Et ça moment-là, se fait dans le dossier, enfin dans le fichier secrets. Ouais, voilà. Qui est aussi, voilà, je l'ai communiqué sur le GitHub, mais bon, vous prenez celui, enfin, vous configurez avec vos identifiants. Et puis, si vous n'utilisez pas ça, vous pouvez aussi utiliser serveur web. Le web server intégré. Un serveur web, ça prend quand même des ressources, mais bon, voilà, on Ouais. peut le faire aussi. Non, sur un S3, en vrai, tu vois, je sais même plus combien j'ai d'entités, moi, sur le Pivot 2, je dois avoir plus de 400 entités, je crois. Et j'ai le web server qui est activé et ça va faire 6 mois que j'ai pas reflashé le SP et ça tourne nickel. J'ai vraiment zéro lag. J'ai une loop time qui doit être à 40 millisecondes Ah oui, en moyenne. Donc, oui, tu as tourne le très web server qui est actif. Ouais, ouais. Et le web server est actif. Voilà, donc voilà, ça, voilà, en fonction de ce que vous utilisez. Alors là, on commence les paramètres globaux liés à YAMBMS. Là, j'ai fait des modifications parce que justement, depuis Home Assistant 2025.5, je pense, ça a été un peu le bordel. D'ailleurs, la version du mois de juin, c'était aussi le bordel. Ouais, les derniers mois, là, Home Assistant, ça a été un peu compliqué. Hein. Ouais, que ça soit sur Home Assistant ou SPO, mais il y a eu pas mal de changements. Mais Ouais. avant, on n'avait que le name ici. Et en fait, la variable name, elle était ajoutée quasiment, elle était ajoutée devant chaque sensor. Donc, comment vous l'expliquer Si tu avais une entité qui s'appelait YAMBMS batterie, Voilà, c'était YAMBMS batterie. Donc, on voilà, dupliquait le début du nom. voilà. Parce que avant, dans les SPO, avant, donc Home Assistant plutôt du mois d'avril, ça aurait été, enfin, de base, si c'était batterie 1, c'était batterie 1. Et alors, donc là, on était obligé d'avoir un nom. On est obligé d'avoir un nom pour le SP32 parce qu'il doit avoir un nom. Donc là, on ajoutait quelque chose et donc tout était préfixé par YAMBMS, par exemple, batterie 1, ou enfin, toutes les entités étaient préfixées de la variable name. Mais ils ont décidé de automatiquement ajouter le nom de l'ESP32. Donc là, tout était dupliqué. Donc la solution que j'ai trouvée pour pas aller modifier tous les YAML, pour pas supprimer la variable name comme préfixe à toutes les entités, parce que peut-être qu'un jour, ça peut servir, vous pouvez vouloir mettre un deuxième préfixe. Il pourrait très bien faire marche arrière. Ouais, c'est ça. Donc, l'ancienne variable name est devenue hostname. Et j'ai ajouté en plus le friendly name parce que ça permet de classer vraiment les entités et c'est pas mal. Mais en réalité, enfin là, j'ai mis vraiment en commentaire, j'ai retesté, je pense que c'est avant-hier. Donc le friendly name, c'est un préfixe qui est ajouté devant le nom affiché de l'entité dans Home Assistant. Ouais. Parce que ce qui ne correspond pas à l'ID en fait de l'entité. C'est vraiment Ouais. Il s'ajoute dans le nom et non pas dans l'ID. Donc c'est vraiment voilà. deux choses différentes. Voilà. Donc c'est plus voilà. Donc par exemple, on pourrait le hostname, c'est le nom de l'ESP32. Ça va être utilisé ici en préfixe donc de l'ID de l'entité. Mais ça, c'est très important à le savoir, c'est que c'est aussi le hostname donc DNS de votre ESP32. Donc votre routeur va l'enregistrer avec le nom que vous aurez défini là-bas et l'adresse IP. Donc ensuite, quand il voudra le flasher, il va aller rechercher ce nom-là
et pour trouver quelle adresse IP lui correspond. Donc ça, c'est quand même super important à savoir. Parce que si votre OSP32 est enregistré dans votre routeur, dans votre box, avec un nom, je sais pas, peu importe, comme ça, et si vous mettez autre chose, ben voilà, il va jamais le trouver. Il va jamais le trouver. Donc il va chercher après un nom qui n'existe pas. S'il est tout nouveau, il n'a jamais été connecté sur votre réseau, à ce moment-là, c'est pas un problème. Il va être enregistré une première fois avec ce nom-là. Ouais. Euh, mais s'il a déjà été enregistré, c'est possible que votre box ne le remplace pas. Et alors, à chaque fois que vous allez vouloir compiler, ben, vous aurez un problème. Ou alors, il faudra spécifier son adresse IP pour pouvoir le compiler. Donc, voilà ce qu'on fait ici pour tester. Donc, moi, si je fais ping MBMS, il trouve bien l'adresse IP .81 Mhm. qui est, renvoyé par mon serveur de DNS. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport à ce nom qui est important. Donc voilà, vous pouvez laisser ça comme ça si vous avez envie. Vous pouvez garder YAMBMS et vous pouvez même mettre autre chose. Ici, des mots. Ça sera trié, vous verrez après dans Home Assistant. Mhm. Ici, les paramètres, voilà, les premiers paramètres, c'est pas vraiment nécessaire de les changer. C'est le YAMBMS ID, le nom. Donc ça sera aussi un nom qui sera devant toutes les entités, mais vraiment de YAMBMS, donc pas des entités qui viennent des BMS. J'avais mis un parce qu'on pourrait éventuellement en mettre deux, même si je connais personne qui en a mis deux pour le moment. Si vous préférez utiliser des sliders ou des box pour les paramètres, si je vais Tout dans ce le qui va bord, être numérique. voilà. Donc on va dans les contrôles. Même au assistant, c'était tout lent. Voilà. Donc Mhm. je suis où? Ok, ça va. Voilà, donc ici, c'est ça les sliders. Si vous préférez un slider ou de rentrer une valeur numérique directement dans une case. Mhm. Le type de chimie de votre batterie. Donc, par défaut, c'est sur LFP. Mais si vous avez batterie Lion, enfin, qu'on appelle Lion, c'est parce que du coup, C'est, apparemment, LFP, c'est aussi du elles Lion. sont toutes, oui, elles sont toutes au Lyon. Ouais, J'ai plus le nom, c'est quoi, c'est MCE ou je sais plus pour le Lyon qu'on connaît dans nos visseuses, ouais, les fameuses 18650. voilà. Voilà ce qu'on peut charger à plus haut que LFP. Et pour le LTO, donc là, voilà, il faut changer ici. Mhm. Si c'est LTO, vous mettez 3. Le nombre de cellules que vous avez en série. Alors pourquoi je le demande? Parce que je pourrais très bien prendre l'information du BMS, Ouais. mais en fait, on s'était dit qu'il y avait un risque parce que certains BMS, donc soit s'ils sont mal configurés ou s'il y a un problème avec une cellule, c'est possible qu'ils renvoient une autre valeur. Et en fait, excusez-moi, cette valeur est utilisée dans la logique de charge parce qu'on multiplie, du coup, selon la technologie de chimie utilisée, on va multiplier les valeurs de charge qui sont basées sur la cellule par le nombre de cellules en série. Donc là, c'est important quand même que vous définissiez vraiment avec quoi vous travaillez. Donc vous êtes ici, on est en 16S. Ouais. Donc, Donc voilà. très attention si c'est du Pilontech. Pilontech, c'est 15S. Ouais, voilà. 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 Ici, c'est les tensions de bulk et de flotte que j'ai mis par défaut. C'est très raisonnable. Donc Mhm. 3,45 volts par cellule, 3,3 volts en float, et je pense 3,2 volts, c'est possible? Ah non, non, 3,3 volts ici pour le rebulk. Donc ça veut dire que quand votre batterie descendra en dessous de cette tension, en dessous ou égal, bah là on pourra faire une nouvelle charge. Mais maintenant, il y a encore un autre paramètre en plus qu'ajouter. On se base aussi sur le soc de la batterie, donc on peut relancer un rebulk autrement. Euh, Là, c'est le fameux switch EOC timer qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, Ouais. par défaut, il est sur 30 minutes.
Voilà, donc si les cellules sont bien égalisées, la charge va se terminer avant les 30 minutes. Si elles ne sont pas du tout égalisées, à 30 minutes, de toute façon, maximum, on arrêtera la charge. Et si vous ne voulez pas utiliser le timer, vous aurez un switch qui pourra le désactiver dans l'interface. Ok. Voilà, le cut-off timer. Donc là, c'est les fameuses 60 secondes pendant lesquelles on veut que toutes les conditions soient respectées. Donc on est dans la phase de cut-off, plus les cellules ne sont pas en train d'égaliser. Ça veut dire que l'égalisation est terminée. Donc pendant 60 secondes, si c'est stable, on arrête la charge. Ok. Alors vous avez des paramètres, c'est surtout pour le rafraîchissement des sensors pour les shunts et pour les BMS. Avant, on devait le définir pour chaque shunt et pour chaque BMS, et du coup j'ai trouvé que c'était plus simple de les mettre en global. Ça réduisait le nombre d'options qui devaient être changées si on voulait les modifier. Donc voilà, maintenant je les ai mis en global. Yes. En général, si on décide de modifier un intervalle, en général, on veut le faire pour chaque BMS. Donc, après, c'est aussi possible de les retirer de là et de le remettre vraiment par BMS. Donc là, c'est aller lire la doc. Je viens de sortir les lunettes parce que j'ai les yeux qui fatiguent. Ok. Ici, j'ai ajouté certains utilisateurs utilisent des petites configurations personnalisées avec des petits changements. Donc, vous pouvez aussi incorporer vos propres YAML et faire un peu des. Donc, par exemple, il y en a qui voulaient avoir quelque chose pour un fork float, ce genre de truc. Bon, voilà, on peut faire du code personnalisé. Sinon, voilà, de base, c'est pas souvent utilisé. Et donc là, on arrive dans la section board. C'est exactement ce que j'ai proposé à Sebi pour le PV Brain. Donc, pas avec toutes les boards, évidemment, hein, mais ne fût-ce que parce que maintenant, on a deux versions de l'SP32S3. Celui avec la LED sur le GPIO 38 et l'autre sur le 48. Et donc, on m'entend toujours? Ouais, Allô? je t'entends, mais j'ai un petit problème de mon côté. Ok. Donc voilà. Ici, on peut sélectionner la board à importer. Donc ici, voilà, j'importe une Lidigo T-Connect. Mais si vous avez autre chose, voilà. Allez. On va prendre un Atom S3 Lite. On peut faire ça. Et si vous avez l'Atom S3 ou une Lidigo T-Connect Pro avec écran, donc là, il y a un peu plus de choses à importer. Donc il faut décommenter toute la section. Voilà. Donc voilà, on commence par choisir sa carte. Ensuite, on décommente. Alors, vous allez me demander quel GPU on utilise. C'est un peu obscur comme ça. Mais j'ai fait ça pour simplifier. Je vais montrer, je vais ouvrir. Vous allez comprendre quand je vais ouvrir ici un exemple de carte. Voilà. Donc là, je vais prendre. On va partir sur l'Atom S3 du coup. Voilà. Ouais. Donc l'Atom S3, j'ai défini les GPIO par défaut pour chaque interface. Donc quand on incorpore l'UART ESP1, donc ça va être ces GPIO-là. Pour le 2, pour le 3, pour la carte CAN bus, pour la base CAN bus. Et voilà, si on voulait aussi mettre un MCP, mais bon, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même moyen d'aller connecter des GPIO sur la base CAN. Et voilà, donc pour chaque carte, vous pouvez aller voir. Si je prends justement le SP32S3, là, ça, ce sont les GPIO par défaut. Donc, si vous importez l'UART-ESP1, automatiquement, vous avez ici le TX et le RX à utiliser. Je n'ai pas encore fait de tableau dans la doc parce que ouais, il me faut un grand tableau pour faire ça. Je n'ai pas encore pris le temps, mais voilà, on peut le trouver facilement en allant voir dans la carte.
Donc voilà, dès qu'on décommente ici, justement, on importe le package du R2SP1. Donc il va automatiquement se connecter sur les TX et RX qui sont configurés dans la carte. Et qui sont bien sûr modifiables. Quelqu'un qui déciderait non, moi ça me convient pas comme ça, je peux aller le modifier Oui, en manuel. Par contre, il va falloir travailler en local. non, pas forcément. Il pourrait même faire ça. Il pourrait copier ça si on veut. Et là, on pourrait venir ajouter ça. S'il fait ça comme ça, il peut modifier les GPIO, mettre autre chose. Ouais. Là, tu modifies donc les variables directement depuis le Voilà. YAML Et principal. elles auront la priorité sur le YAML importé. Mhm. Donc toutes les variables qui sont prédéfinies dans des YAML importés, on peut, si on les rajoute dans la configuration, on peut les modifier. Et donc Mhm. la priorité, c'est le YAML principal. Yes. Voilà. Voilà, si on a plusieurs UART, on peut décommenter des autres. Ici, c'est pour soit on utilise le CAN bus à intégrer de l'ESP32, donc, ou alors si on veut le MCP 2515. Voilà. Mhm. Ou les deux en même temps. Hein. Bah, si on met les deux en même temps, il faut mettre un autre CAN ID. Hein. Ouais. Donc là, on va définir le CAN ID lors de l'importation de la carte CAN et il faudra que ça corresponde avec le CAN ID qui est ici en bas pour justement la partie YAMBMS CAN-BUS, donc qui va aller rechercher les informations sur YAMBMS et après les envoyer sur ce CAN ID. Par défaut, c'est le CAN ID que j'avais défini là-haut. Ensuite, on passe justement à l'importation des shunts. Donc, je l'ai écrit ici en haut. On n'est pas obligé d'avoir un shunt. Le minimum, c'est d'avoir un BMS. Voilà. Mhm. Si vous n'avez pas un BMS, vous ne pourrez pas compiler le code. Ouais. Ici, on est sur un shunt UART, je pense, sur le Victron. Voilà. Donc, CTRL KU, hop, et vous décommentez tout. Je pense que c'est la même chose dans. C'est la même commande dans SPOM Builder dans Home Assistant. On va le faire après. Je sais même plus pour le coup. Ouais. Si, je pense bien. Il ne faut pas s'amuser à retirer chaque dièse. Oui, c'est un peu fastidieux sinon. Ouais. D'ailleurs, tu dois avoir la possibilité aussi pour ceux qui arrivent pas avec le clavier, tu surlignes donc les lignes que tu as à faire. Et il me semble que c'est dans édition où tu vas avoir la possibilité de commenter ou décommenter les lignes. Ah ouais. On va voir. Mm. Édition. Il me semble. Afficher, masquer le commentaire de ligne. Ah ouais. Afficher, Mm. afficher, masquer. Commentaire de bloc. Ah bah voilà. Tu as la possibilité, ouais. Voilà. Donc pour ceux qui arrivent pas avec les raccourcis clavier, qui se disent non mais c'est trop galère, j'arrive pas à faire la bonne manip, vous pouvez le faire comme ça aussi à la souris simplement. Alors bon, ici, évidemment, c'était l'exemple pour le JKPB. Donc le JKPB, il a premièrement le sniffer qui est Mm. connecté sur l'UART ici, donc que vous aurez défini plus haut. Et ensuite, vous avez une section pour chaque BMS. Donc je l'explique. Bah, le mieux, c'est d'utiliser le deep switch à partir de 1, parce que du coup, tous vos BMS sont slave et pas master. Donc, le code, quand le BMS est en slave, il communique le plus d'informations, en fait. Si vous avez un BMS JK qui a l'ID 0, il communique enfin, une bonne partie quand même des informations, mais pas tout le temps, moins souvent, parce que lui, en fait, il passe son temps à récupérer les informations des autres BMS et de justement multiplexer tout pour après lui-même envoyer sur le CAN bus JK.
Donc le mieux, c'est de numéroter les BMS à partir de 1. Donc à chaque fois la même section, on apporte toujours le même YAML et juste avec des ID à chaque fois différents. Voilà, ici, j'en ai fait jusque 8. Ensuite, voilà. Ça, c'est juste le corps de YAMBMS. Donc, sans les variables. Avant, il y avait toutes les variables. Donc, j'ai tout remonté là-haut. Et le CAN bus. Donc, comme je disais tout à l'heure, le CAN bus n'est pas nécessaire. Donc, c'est vraiment le CAN bus se connecte sur YAMBMS. Donc, si on n'a pas besoin de CAN bus, voilà. Contrôle cassé. Alors, voilà. Donc, on peut commenter. Ça va fonctionner aussi. Et si vraiment on n'avait pas besoin de YAMBMS, c'est aussi possible. Mais alors, il ne faudrait pas utiliser les versions Combine, mais il faudra utiliser les versions Sensor. D'accord. Voilà. Un replace de tout. Et donc, à ce moment-là, on aurait uniquement des BMS sans YAMBMS. Voilà. Donc, ce serait aussi possible. Ok. Voilà, je vais pas surtout pas enregistrer CML. Le coup a tout cassé. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que je vais vraiment montrer comment on compile un YAML dans Home Assistant? Oui, je peux le faire. Est-ce que je vais le recompiler devant vous? Je pourrais aussi. Tu Je vais vous peux montrer. montrer pour voir comment faire. Hein. C'est vraiment pas compliqué pour le coup. Ouais. Donc là, il faut installer. Dans Home Assistant, il faut avoir le module complémentaire ESP Home Builder doit être installé. Ouais. Ou à défaut, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment d'ailleurs l'installer, enfin comment utiliser une page web, donc un ESP Home qui sera installé sous Proxmox par exemple. Comment faire pour avoir le petit onglet comme ça à gauche dans le menu. Voilà. Donc voilà. Je vais en créer un nouveau juste pour vous le montrer. Est-ce que je supprime? Attends, je vais voir si je supprime celui-là. Ouais, je peux supprimer celui-là. Juste avant de le supprimer, je vais vous montrer. Si vous avez un ESP32 qui a déjà été flashé par cette façon, donc avec le Spawn Builder, donc Home Assistant, ce qu'il demande, c'est d'avoir des clés, des passeports pour l'API et l'OTA. Donc, ce qui est très important, c'est de faire un copier-coller au moins de la partie OTA, parce que la partie API, ça, on peut en mettre une autre, c'est pas très important. Sauf que voilà, il faudra sûrement redéclarer, à mon avis, votre SP32 dans Home Assistant pour le réimporter. Je vais faire tout, en fait. Je vais le supprimer aussi dans Home Assistant. Mais ce que je veux dire, c'est que comme il a déjà été flashé avec cette clé d'OTA, si je fais pas un copier-coller et que je ne l'ai plus, après, je peux pas le reflasher par le Wi-Fi, quoi. Donc là, je devrais aller le démonter dans le garage et le rapporter près de moi pour le flasher en USB. Bon, la clé, moi, je l'ai, donc elle est dans mon YAML. Tu sais ce que je fais, moi? Non? Je vire complètement la clé. Ouais. Ok, bon, ici, je l'ai. Moi, je travaille souvent comme ça aussi avant. Bon, et là, j'ai respecté, en fait, leur logique et bon, je l'ai mis. Moi, je les vire comme ça évite quand même pas mal de soucis. Ouais. Et puis même si on veut rajouter remplacer son ESP, on peut le faire simplement aussi. Ouais. On connecte le nouveau, on se prend pas la tête et il prend la main. Bon, ici, du coup, si je supprime, je pense que je vais supprimer tous les build files et du coup, si je recompile, ça va prendre un temps. Ça va prendre une éternité. De toute façon, la manipulation va pas être très, très compliquée en soi. Non, même si tu lances la compilation, on n'a pas vraiment besoin de voir la fin de la compilation en fait. Ouais. Pas... Ou sinon, je peux vous montrer simplement si je le recompile une fois maintenant, vous voyez ce que ça donne. Et après, je vous montre comment on crée tout. Donc là, si je fais
Donc là, c'est vraiment la dernière version. Vous voyez ici dans le fond 2025 6.2. Si je fais install, hop, il va me demander si je veux le faire connecter à l'ordinateur ou pas. Donc là, je vais le faire par le Wi-Fi. Alors là, il ouvre la petite fenêtre de compilation. Comme je l'ai compilé tout à l'heure, ben voilà, ça va aller assez vite parce que Ça va la aller vite, majorité des ouais. fichiers sont compilés. Il va uniquement recompiler le main. Mm. Il vérifie en fait s'il y a eu des modifications dans le YAML qui ont été Ouais, effectuées. Si rien n'a changé, il n'a pas besoin de retélécharger, tout est déjà présent. ouais. Donc ça va très vite. Et inversement, si vous avez fait des modifications et que vous avez un message d'erreur et vous comprenez absolument pas pourquoi, il y a un petit truc à faire, c'est le clean build. Et là, ça va effacer intégralement tout ce que vous aviez dans le dossier de compile. Et ça permet d'éviter des erreurs bêtes en fait. Donc, la première chose à faire quand vous avez comme ça des petites erreurs, c'est de tenter déjà un clean build. Et ça peut éviter de passer des heures et des heures et encore des heures à chercher. Mais pourquoi ça marche pas? Mhm. Je pense que tu as dû être comme moi à un moment Ouais, ouais, ouais. à tomber sur ce petit problème où tu te Ouais, demandes mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ouais, c'est marche ça. plus? Mais parfois, il y a des erreurs qui n'ont plus aucun sens. Et là, souvent, Mm. c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Voilà, donc Donc celui-là, il était compilé. pensez-y, le clean build. On a les informations du CAN bus qui remontent. Euh, Ouais. donc, pour la petite histoire, c'est un YAM BMS de démo, donc avec Mm. 3 faux BMS. Et il est connecté en CAN bus sur le PV-Brain 2 qui, lui, il y a un fake inverter dans l'IML du PV-Brain 2 qui lui répond, en fait. Comme ça, il est content. Voilà. Donc, je stoppe ça. Je vais le Ouais. supprimer. Voilà. Et je vais le supprimer aussi. Euh, Comme ça, on va faire tout, hein. Mm. Donc, démo. Voilà, il est de nouveau détecté, hein, donc pour l'ajouter. Mais voilà. Parce que Je vais comme il est ouvrir. déjà flashé, en fait, Home Assistant reconnaît qu'il y a un ESP qui n'est pas présent dans la liste. Et donc, il demande est-ce que vous voulez l'ajouter? Voilà. Donc, je reprends mon YAML de démo. Mm. Euh, non, ça. Euh, ouais, je pense à ça. Ouais, c'est celui-là. Ok. Là, je vais vous montrer. On va retourner ici. Ouais. Peut-être. Non, il fait grève. Il a décidé de faire grève, là. ESP Home Builder ne veut plus travailler. Il est trop tard. Aïe, aïe, ça Ouais. arrive, ça vient. On y est Je pense que presque. j'aurais dû faire un reboot de mon PC avant de commencer. Je sais pas, j'ai pas mal compilé des trucs, mais moi, j'utilise pas cette méthode d'habitude. Je contrôle Mm. une de commande. Je me demande si au niveau de la RAM, Ouais. tac, c'est quoi ce truc? Il m'a supprimé mon interface noire. Je crois que ton cache navigateur, il est flingué, là. Il supporte pas le live. Ah non, je suis en dark. Putain, mais... Ouais, non, c'est ton cache navigateur. Il va falloir que tu actualises ta page pour redevenir noir. Ah, voilà. Bon, voilà, j'ouvre un nouveau device. Ah non, aussi, on peut le faire là, hein.
Lui, normalement, il est censé pouvoir le faire là, mais j'ai l'impression Ouais. que il peine un peu. Il peine un petit peu ce soir. Ouais. Il va être comme Là, nous, il va être fatigué. on ajoute un nom, donc je vais mettre YAMBMS démo. Je choisis la carte, c'est un ESP32S3. Mhm. Et puis là, il dit voilà, il a créé des trucs, ce qu'on veut continuer à installer, parce que normalement, la procédure, c'est de flasher par USB une première fois avec un serveur web, etc. Dessus, mais là, je ne vais pas le faire. Donc, je ne fais pas ça. Là, il est déjà online, donc il a déjà détecté que. Parce que, donc, du coup, j'ai bien mis YAMBMS démo et Ouais, que comme ce tu as nom vient gardé le nom, il l'a reconnu. et c'est enregistré dans mon serveur de DNS, donc il a retrouvé. Par contre, il m'a mis ici une Il a nouvelle. créé une config par défaut. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser la clé de. Donc, le password OTA et la clé API, ben, vous faites un copier-coller de ça et vous l'ajoutez dans votre configuration YAML-BMS. Et puis après, vous venez faire un copier-coller de tout ici. Donc, moi, je vous Mhm. conseille de faire votre YAML en dehors d'ici et après de venir faire un copier-coller. Et donc, pour essayer, je pense que ça fonctionne, hein, le contrôle KC et le contrôle KU. Ouais, ça fonctionne. Donc là, je vais tout virer. Hop. Et puis, je peux vous montrer un peu la config que j'importe, mais c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, j'importe des fake BMS et un fake shunt aussi. Mhm. Et donc, voilà, c'est un YAML que j'ai créé avec tout des template sensor et template sensor. Et on peut mettre en entrée, voilà, un petit peu ce qu'on veut, les tensions, etc., les socs, tout, quoi. Donc, Mhm. c'était utile pour faire du développement, voir un petit peu la réaction, comment ça fonctionne et tout ça. Voilà, je vais faire un copier-coller de ça. Et puis, je colle tout ça ici. Voilà. Mhm. Et puis, on fait save. Et donc, après, on peut faire install et alors il va tout compiler. Ça va prendre un certain temps. Comme c'est la première fois, il va tout télécharger. Il va compiler chaque fichier C++ en fonction des composants donc, que vous aurez intégrés dans l'YAML. Il va aller chercher tout ce qui est nécessaire. Et puis, C'est vrai que quand c'est des gros projets comme là, quand on commence à faire des compiles depuis un ESP, depuis un Raspberry qui va pas forcément avoir une grande puissance, ouais, ça peut être assez long. Et c'est ça. c'est pour ça que je recommande, moi, de partir plutôt sur un serveur, un vrai bon serveur avec Proxmox installé, une machine virtuelle enfin une machine virtuelle ou même juste un container LXC d'ailleurs avec ISP-Home installé dessus. Euh, et comme ça, on peut lui allouer des cœurs supplémentaires, de la RAM supplémentaire pour accélérer la compilation, parce que sinon, ça peut vraiment être très long. Mhm. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'il sera compilé, On se retrouve dans les paquets et services. voilà, il a détecté un WSP32, je l'ajoute. Et on va voir apparaître ensuite toutes les entités qui ont été importées. Voilà. Donc, il y a un BMS de mots ici, 212 entités pour 3 BMS et un shunt. Euh, donc là, évidemment, si vous cliquez sur Device, vous pouvez voir un petit peu les informations. Voilà. Mais bon, c'est beaucoup d'infos et c'est, voilà. Le mieux, c'est de mettre le dashboard. Donc là, on va créer un nouveau dashboard. Donc là, on a vraiment c'est toutes les informations brutes qui sortent par liste alphabétique en fait. Donc c'est pas forcément compréhensible quand on n'a pas le nez dedans. Voilà. Donc là, je crée un nouveau dashboard.
Je vais l'appeler test. Bah, si vous mettre une icône. On peut donner une petite icône, on Voilà. n'est pas obligé. Si on met pas d'icône, on va simplement avoir le nom qui va être, Ouais. qui va être marqué. C'est pas une obligation. Create. Et puis open. Ah non, je me suis trompé. Ah. C'est pas grave, il est là. Test, il est là au-dessus. Je suis désolé, Là, c'est on a vraiment fait là. un J'ai dashboard jamais eu un truc aussi long. qui est totalement vide. Ouais, voilà, il est vide. Donc, vous avez aussi dans le GitHub un dossier avec les dashboards. Donc, il y a celui pour le dashboard de démo. Donc, ça, c'est ce que je vais utiliser parce que il est un peu différent. Parce que j'ai mis des suites qui permettent de couper la charge, des trucs comme ça, de faire des choses, d'activer ou pas l'équilibreur actif pour voir un peu ce qui se passe. Donc, voilà, c'est un dashboard un petit peu différent. Ou sinon, ben voilà, j'ai pas fait pour tous les BMS, je suis resté sur du JK. Donc il y a JK RS485 avec 3 BMS ou 7 BMS ou le JK URPLE. Maintenant, voilà, voilà, vous pouvez adapter le dashboard. Faut enfin un peu mettre les mains dans le cambouis. Souvent, les entités sont souvent les mêmes. Pour ce qui est YAM BMS, si vous prenez celui-là sans les BMS, bon voilà, ça fonctionne, c'est la même chose pour tout le monde. C'est vraiment après pour l'intégration des BMS avec des sensors qui ont peut-être des noms différents. Voilà, moi je vais prendre celui de démo. Je vais quand même vous donner un petit truc. Parce que si le hostname, donc ça c'est vraiment le hostname. Donc comme c'était yambms-démo, ça devient yambms_démo. Si votre hostname est différent, vous faites un CTRL-H. Enfin, il faut sélectionner le YAMB. Non. On surligne la partie voulue. Ouais. Ce qu'il faut prendre, c'est vraiment ces points YAMBMS. Comme ça, on est sûr qu'on remplace ça et pas d'autres trucs ailleurs. Et là, en fait, bah voilà, tout à l'heure, je l'ai fait pour la personne qui est venue chez moi. On l'avait appelé comme ça, c'était son pseudo. Donc, si le hostname s'appelle TigerLud, ben, on remplace tout. Et voilà. Après, vous pouvez faire un copier-coller de votre dashboard. Bon, moi, je ne vais pas le faire. Là, je fais un CTRL-C, je copie tout. On va modifier ça ici. On va cliquer sur les 3 petits points en haut. On va ouvrir l'éditeur. On va tout sélectionner pour supprimer l'existant. Et puis on fait un coller. CTRL A, CTRL V par-dessus. Et on valide. Voilà, donc là, ça c'est le dashboard. Bon, voilà, ça c'est le truc qui est chiant depuis ESP Home 2025, achat Home Assistant depuis la version 2025.6, c'est que malgré qu'on définit dans ESP Home qu'on veut 2 décimales ou 3 décimales, ils ont décidé que les valeurs enregistrées dans les statistiques sont toujours bonnes, sont toujours correctes, avec le bon nombre de décimales, mais par défaut, l'affichage des valeurs, c'est avec 0 décimale. Ouais, modifier. Donc là... ça, il faut le refixer. Normalement, on peut le refixer dans Home Assistant. Ouais, c'est ça que je vais faire ici pour vous montrer. Donc là, je clique sur le sensor, on va... Petit engrenage. C'est vrai qu'il y a des moments où ils vont jouer au ping-pong comme ça va revenir, ça va repartir. Et ça, on le voit surtout sur tout ce qui va être horaire. Tu as des valeurs, par exemple, en minutes, elles vont être affichées, tu vas avoir 120 minutes au lieu d'afficher 2 heures. Et en fonction des mises à jour de Home Assistant, on va y revenir, on va retrouver nos 2 heures, et à la mise à jour suivante, ça va repartir, ça va être 120 minutes. Ouais, ça c'est un peu chiant. Pourquoi, je ne sais pas. En tous les cas, moi j'ai ouvert un bug sur... Enfin, il y a un bug qui est déjà ouvert sur Home Assistant, et moi j'en ai ouvert un sur SP Home, même que ça n'a aucun rapport à la base avec SP Home, mais en fait, Achat demande qu'on fournisse le nombre de décimales d'affichage, en fait.
Et donc, c'est un peu lourd de devoir le mettre 2 fois dans le code ESP Home, mais peut-être que ESP Home peut modifier le code pour que il cale ça sur le nombre de décimales qu'on a défini Rentre une dans le fois, il l'envoie 2 fois, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ils ont apparemment maintenant, ça serait nécessaire chaque intégration doit définir le nombre de décimales à afficher, qui peut être différent du nombre de décimales à enregistrer dans les statistiques. En tous les cas, par défaut, c'est 0, donc un peu chiant. C'est bien d'avoir comme ça une valeur globale en fait qu'on peut modifier une seule fois et on dit on en veut une, on en veut deux pour tout le monde et puis on n'a pas besoin de tout refaire pour chaque entité. Ouais. Voilà. Donc on a une première partie donc avec un BMS, ça c'est vraiment le résumé de toutes les batteries. Donc ici on voit on a 3 BMS, ils sont tous les 3 combinés. Il y en a 0 qui bloque la charge, 0 qui bloque la décharge et 0 en alarme. Et on a un shunt et 0 de combiné, parce que je pense que je l'ai décombiné. Voilà. Donc maintenant, si je veux que ce soit combiné, je fais ça. Et du coup, voilà, vous allez le voir, c'est les infos du shunt qui vont être utilisées. Donc on va passer sur cette valeur-là, 37 ampères. Et normalement, c'est ça qu'on va voir apparaître ici, quoi. Voilà. Ok. Donc là, on a bien un shunt qui est combiné. Donc là, on a le time. Vous avez les alarmes et les warnings. Donc, s'il y a un problème, vous allez voir le texte qui va changer. Vous savez dans quelle phase on se trouve. Donc là, on est en bulk. Vous savez que le CAN bus est OK parce que voilà, c'est les ronds jaunes qui dit que c'est bon. Et voilà, vous savez que le SP32 est bien connecté soit sur l'API ou soit sur l'MQTT. Tout dépend de ce que vous utilisez. Donc voilà. Alors ici, la partie ici du bas, ce sont vraiment toutes les valeurs qui sont envoyées à l'onduleur. Donc tout ce qui est demandé à l'onduleur. Bon, après, on envoie d'autres choses à l'onduleur. Ce sont des informations. La majorité, ce sont des informations. Mais là, c'est vraiment ce qu'on demande comme instruction. Donc voilà, la tension de charge alors de 55,5 volts. On va aller voir dans les contrôles après pourquoi. Donc 240 ampères, 48 volts, 240 ampères aussi en courant de décharge maximum. Ici, on a un résumé donc de la température maximum et minimum. Donc ça, en fonction du BMS que vous utilisez, ben, un JKB, il a seulement 2 sondes. Un JKPB, je pense, il a 4 sondes, 4 ou 5 sondes. Donc, il y a tout un travail qui est fait en amont dans le BMS et pour renvoyer la température la température maximum avec le numéro de sonde. Donc ici, c'est la sonde 304, ça veut dire batterie 3, sonde 4. Et voilà, ici c'est la batterie 1 et la sonde 1. Ici aussi, là, on voit 3 volts, mais en réalité, c'est pas 3 volts. C'est vrai que c'est un petit peu pénible quand même. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, idem pour les cellules maximum et minimum et le numéro de cellule. Donc à chaque fois, le premier chiffre, c'est le numéro de BMS et les deux autres chiffres, c'est le numéro de cellule. Le delta, idem, delta 0 volt, ça va pas. Alors là, vous savez si les cellules sont en train d'égaliser ou pas. Donc dans cet exemple, ben, voilà, on n'est pas en train d'égaliser. On a installé, donc en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ici, on a deux sensors qui se ressemblent un petit peu. Voilà, donc la capacité installée, ça veut dire que là, vous avez déclaré 3 BMS avec 840 ampères-heure. Mais c'est possible qu'à un moment donné, vous allez avoir un BMS qui va être décombiné. Mais la capacité installée ne va jamais changer. Donc à partir du moment où cette valeur-là, le sensor n'est jamais mis à jour, sauf au reboot de l'ESP. En fait, si vous changez, si vous reflashez avec plus de BMS ou si vous faites un reboot, il y a vraiment qu'au boot que c'est défini. Ça, je l'ai ajouté parce que c'est pour Victron, parce que Victron utilise cette information
c'est en fait prévu pour le technicien qui va venir sur place en dépannage. Comme ça, il sait bien qu'au total, on a autant de capacités installées et que maintenant, on n'en a plus qu'autant de libre. Mhm. Et donc, il y a un problème quelque part. Mhm. Ok. La capacité restante, le SOH. Le SOH, si c'est un JKPB, ben, je prends l'information qui vient du BMS. Si c'est un JKB, ben, elle est calculée automatiquement par rapport au nombre de cycles. Donc là, je sais pas, tout à l'heure, on l'a peut-être pas vu, mais pour chaque BMS, enfin, non, pas pour les JKPB parce que c'est pas nécessaire, mais pour les JKB, vous avez une valeur à entrer, le nombre de cycles de vos cellules. Donc, et donc voilà, on fait le ratio sur le nombre de cycles que vous avez déjà effectué sur le maximum, par rapport au maximum de nombre de cycles. Et voilà, c'est comme ça que c'est calculé. Bon, c'est pas la meilleure méthode pour calculer le SOH, mais bon, ça vous donne un peu une idée, quoi. Mhm, mhm, mhm. Voilà, donc ça, c'est le tableau de bord principal. Et puis ici, nous avons alors vraiment le panneau de contrôle où on peut changer les paramètres. Voilà pourquoi j'étais en bulk à 55,5 parce que je l'avais changé pour vous montrer le slider, je pense. Oui. Voilà, 55,2. Bon, tant qu'on est dans ici, donc voilà, donc je sais pas pourquoi là j'avais aussi désactivé. Bon, là, par défaut, c'est comme ça. Mhm. Donc le EOC timer est actif. Donc ça, c'est les fameuses 30 minutes. Euh, donc la charge se terminera au maximum après 30 minutes dans la phase de cut-off. Sauf si vos cellules sont bien égalisées, ça peut se terminer plus tôt. Mais si elles ne sont pas du tout égalisées et que vous avez vraiment des gros problèmes avec votre batterie, elle ne sera pas non plus gardée pendant 5 heures. Mais si vous voulez égaliser votre batterie correctement et que ce n'est pas le cas, ben oui, vous pouvez le désactiver et égaliser, mais vous savez bien que vous allez rester longtemps en bulk. Et donc là, Mhm. on active la charge float. On sait qu'actuellement, on est dans l'instruction de bulk. Ouais. Donc la ligne d'instruction, ça va être soit bulk, float ou stop de mémoire. Donc en fait, par contre, dans le statut, ça va être, vous aurez beaucoup plus d'infos. Vous aurez bulk, vous aurez balancing, vous aurez cut-off, vous aurez float, vous aurez EOC, end of charge. Il y a plus de détails. Mhm. Euh, alors si on remonte tout en haut, donc là, on a le nom du BMS. Enfin, ouais, c'est ça. Si vous voulez vous faire passer pour un vrai BMS Pylon Tech, voilà, vous prenez Pylon. Si vous voulez un GoodWe, un CEPLO, un SMA, un BYD ou un BMS ou DAE, vous pouvez changer le nom. Et si vous laissez automatique, ça va être automatiquement sélectionné par rapport au protocole, le nom qui sera le meilleur en fait. Voilà. Mhm. Donc ici c'est sur LuxPower parce que j'ai peut-être fait des tests avec ça, ou sinon par défaut c'est sur Pylon V2. Ok. C'est ouais, c'est le plus classique avec le plus d'informations. Mais je vous dis, si vous avez un DAE, alors ce n'est pas vraiment nécessaire, vous pouvez partir sur le 1.2. Mhm. Euh, Ici, nous avons, ce sont des switches, qui peuvent couper. Ça, on m'a dit que ouais, voilà, on a eu des discussions, on pourrait supprimer ça, mais du coup, c'est vraiment le switch de charge de décharge de YAM BMS. Donc là, si vous coupez ça, peu importe ce que vos BMS autorisent la charge, on coupe tout. On coupe tout. Donc là, voilà. Et ici, on coupe tout en décharge. Donc là, on peut encore le faire au niveau global. Mhm. Mais bon, on n'utilise pas vraiment beaucoup. Euh, et ici, par contre, le binary sensor on que vous voyez, c'est... Bon, là, il y aura un impact aussi, normalement. Je ne me rappelle plus. Non, non, ça c'est vraiment le switch global de YAM BMS. Et ça, en fait, c'est le résumé. Donc, si dans les trois BMS, au moins un autorise la charge, alors la charge est autorisée. S'il y en a au moins un qui autorise la décharge, alors la décharge est autorisée. Si les trois sont bloqués, ben, du coup, ça va passer sur off. Mhm.
Voilà, le rebulk, donc c'est la tension à partir de laquelle c'est plus petit ou égal à cette valeur. Donc dès que vous êtes à 52,8 ici, on va passer, si on était en float, on repasse en bulk. Et alors c'est un ou l'autre, hein. Donc si une des deux conditions est respectée, on repasse en bulk. Donc si on veut passer en bulk très rapidement à 94%, enfin non, 94, désolé. Voilà, on peut faire ça. Donc si une des deux conditions est respectée, on passe en bulk. Alors si vous voulez faire un force bulk, vous pouvez aussi en Ouais. activant ça. Du coup, le force bulk sera activé et dès que la batterie sera chargée, il sera désactivé D'accord. automatiquement. Je vais retrouver le switch comme ça, parfait. Euh, Ici, on a toutes les fonctions automatiques. Donc, c'est des fonctions qui ne sont pas activées par défaut. Celle-là non plus, par défaut, elle est désactivée. Ouais. Euh, c'est des fonctions qui peuvent être utiles, ouais, justement si vous avez des problèmes avec votre batterie. Parfois, on a une cellule qui monte plus haut que les autres, plus rapidement, et on a beau les équilibrer à chaque fois, ça se dérègle tout le temps, et c'est compliqué. Donc la cellule qui est la plus haute crée des alarmes dans le BMS. Donc ça permet en fait de direct, donc dans le cas d'AutoCVL, dès qu'une cellule atteint la tension de bulle, donc si on s'est réglé sur 55,2 volts, donc dès que la cellule la plus haute atteindra les 3,45 volts, euh, on va automatiquement réduire la tension de charge Mhm. pour pas qu'elle dépasse donc la valeur maximum, donc pour pas qu'elle atteigne OVP et qu'on ait une alarme. Donc voilà, donc ça va permettre de automatiquement modifier la tension de charge si on voit qu'une cellule dépasse vraiment de trop la tension cible. Ok. Alors là, c'est quelque chose que... Ah, ah non, j'ai plus ça chez lui. Automatique, ah, moi, j'avais fait quelque chose, mais... j'avais ajouté, moi, un truc boost. Je sais plus où je l'ai mis. Ah bah, tiens, donc. Ah non, c'est parce que c'est peut-être dans le dashboard de démo que c'est pas mis, mais on avait ajouté une fonction de boost ici, ce qui me permettait en fait, tant qu'on n'atteint pas la tension cible de charge, donc en gros quand on est en train de recharger la batterie, qu'on est à 50% et qu'on peut y aller, euh, alors on pouvait dire qu'on voilà, on augmentait la tension de charge d'un décalage de autant de volts Mhm. et on pouvait recharger à 56 volts et dès qu'on arrivait vers la tension cible, là, ça allait automatiquement diminuer et être réduit vers la Mhm. pour, pour, euh, pour pas que la cellule la plus haute dépasse la tension cible. D'accord. Donc si la batterie est très bien égalisée, ça va avoir très peu d'effet, mais si vous avez vraiment une cellule, toutes les cellules sont à 3,35 volts et il y en a une, elle est déjà à 3,5, ben là, voilà, ça va avoir un effet, ça Mhm. va réduire la tension cible pour la limiter, qu'elle n'aille pas déclencher une alarme. Yes. Alors, auto CCL et DCL, c'est la même chose courant de charge et de décharge. Donc c'est à chaque fois, donc c'est basé sur la cellule qui est la plus haute pour le courant de charge. Donc si une cellule commence à dépasser de trop la tension cible, le courant de charge va être réduit pour contenir la cellule et qu'elle reste, qu'elle ne dépasse pas trop la tension cible. Mais sauf que là, on agit sur le courant, la place d'agir sur la tension demandée. Et pareil pour, la, pour le courant de décharge, si la cellule la plus basse euh, commence à se rapprocher vraiment de la tension UVP, UVP avec un décalage, je crois, de 0,2 volts que j'ai ajouté pour pas qu'on touche UVP. Donc, parce que là, on vous demande un endroit, oui, c'est ça. Attends. Et salut à la crosse qui débarque à minuit et demi. Il y a un endroit où on demande, je crois que c'est du coup, c'est dans le... Ah non, on ne le demande pas. Non, 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 pas du tout. Voilà.
La tension de décharge maximum, les 48 volts, c'est basé justement sur ça. Donc, c'est basé sur la valeur UVP de votre BMS, plus Mhm. 0,2 volts. Donc, dans mon cas, moi, je réglais D'accord. ça sur 2,8 volts. Euh, je règle ça sur 2,8 volts et donc plus 0,2 volts, ça fait 3 volts par cellule, ça fait 48 volts. Multiplié par les 16 cellules. Alors, Ok. Autofloat, c'est une nouvelle fonction qui est arrivée, je crois, la semaine dernière. Ça, c'était pour résoudre un problème. Donc, quand on est en bulk et voilà, on termine la charge en bulk et qu'on passe directement de 55,2 volts à 53,8 volts, euh, si vous êtes en off-grid, ça n'aura pas vraiment d'effet. Mais si vous avez un onduleur hybride connecté au réseau, il y a beaucoup d'onduleurs qui vont commencer du coup, donc la tension maintenue au bord de la batterie va diminuer d'un coup. Et du coup, il y a tout un tas d'énergie qui va sortir de la batterie et qui va être renvoyée sur le réseau si vous injectez ou voilà. Tout dépend si vous faites de l'injection ou pas. Mhm. Donc, Autofloat, il y a deux modes. Il y a le mode follow. Donc, on va attendre que la batterie diminue un petit peu pour suivre la tension et diminuer. Ça ne fonctionne pas avec tous les onduleurs, mais ça permet de faire ça beaucoup plus lentement que l'autre mode, donc immédiatement. Donc toutes les 3 minutes, on va réduire la tension de charge de 0,1 volt. Puis on va de nouveau D'accord. attendre 3 minutes et donc on va la réduire. Donc actuellement, elle est à 54 volts. Euh, Comment ça se fait? Normalement, attends, là on est en bulk. Non, je pense que c'est pas normal. Donc là, on est sur un fichier de démo. Tout est fake hein, sur Ouais, les. ouais, ouais, sur c'est les- ça. Ouais, donc Donc, je peux changer. c'est pour ça que ça réagit pas forcément 100% comme du réel. Donc normalement, donc quand ah oui non, ok. Donc quand on est en float, la tension d'autofloat, elle va démarrer avec la tension de bulle, donc 55,2. Et donc quand on passe en float, elle va diminuer progressivement de 0,1 volt toutes les 3 minutes pour que ça soit progressif, qu'on laisse le temps pour laisser un peu la batterie, que sa tension descende naturellement en fait et pas décharger de la batterie d'un coup. Mhm. Et jusqu'au moment où on arrivera à la tension de flotte, à partir de ce moment-là, bon, on sera en flotte, donc ça va se produire beaucoup plus lentement que de décharger tout d'un coup. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est l'offset, donc l'inverteur offset voltage. Donc ici, on voit qu'on réclame à l'onduleur vraiment la tension de bulle, donc 55,2 volts. Mais par exemple, quand moi je demande ça à mon day, ben, il se cale 0,1 volt plus bas que ce que je demande. Mhm. Donc ça permet de dire, voilà, mon onduleur, et voilà. Si je veux réellement atteindre cette tension-là au niveau de ma batterie, je dois demander à mon onduleur de rajouter 0,2 volts à la demande initiale. Et D'accord. pourquoi on ne le fait pas directement ici? C'est parce que au niveau de la logique de charge, oui, on va voir à partir de quand on va atteindre notre tension de charge. Cette tension-là, le décalage n'est pas inclus en fait dans le calcul. Mhm. Parce que voilà, si l'onduleur n'est pas forcément calibré de la même façon que le BMS. Si on est sûr que la batterie est bien calibrée, mais que quand on demande 55,2 à l'onduleur, ben, il ne donne pas vraiment la tension désirée, on peut l'augmenter un peu comme ça pour atteindre la tension exacte en fait. Parce Mhm. qu'évidemment, si on n'atteint pas la tension exacte, ben, voilà, on n'arrivera jamais dans la charge, dans la phase de fin de charge, donc dans la phase de cut-off. Et bon, la charge ne va jamais se terminer, quoi. Ok. Donc voilà, ça c'était pour.
Ah, voilà, donc ici, euh, par rapport au courant, le courant demandé, donc le courant de charge et de décharge, donc évidemment, ça va dépendre du nombre de BMS que vous avez. Donc à chaque fois ça va être additionné, on va se baser sur dans le BMS, vous avez un endroit où vous allez définir votre courant de charge maximum. Et donc, on va récupérer le courant de charge maximum de votre BMS. On va additionner ça, on va additionner tous les courants de charge maximum si vous avez 3 BMS. Donc, c'est possible. Voilà, je ne sais pas combien j'ai mis moi dans mon BMS fake. Dans tous les cas, ça a divisé par 3. Et alors, on va après pouvoir définir dans un BMS le pourcentage autorisé du courant maximum. Et alors, on ne pourra pas aller plus haut que 90%. Parce qu'on garde quand même une petite marge, parce que le courant de charge maximum de votre BMS, on ne veut pas le dépasser. Si on le dépasse pendant 30 secondes sur les JK, ben voilà, on va créer une alarme. Le but, c'est de jamais, voilà, de ne pas avoir de soucis et de ne pas dépasser le courant de charge. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est une discussion que j'ai souvent eue avec Zénon, parce que il définissait toujours, voilà, il savait bien qu'il pouvait charger un maximum, je ne sais plus, 60 ampères. Et il définissait ces BMS qui sont des BMS de 100 ampères, il les définissait par exemple, 70 ampères. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que ce qui peut se produire, c'est qu'un jour, un BMS, il y a une alarme dans un BMS et du coup, il va être décombiné. Et alors, c'est la dernière batterie qui va se prendre tout. Ouais. Et donc, voilà, si vous avez un BMS de 200 ampères, ben, voilà, pourquoi le descendre si bas? Enfin, si vos cellules, elles savent, si vous avez des cellules de 280 ampères, vous pouvez facilement faire 200 ampères. Moi, je les règle à 150 ampères. Ça veut pas dire que c'est le courant que YAM BMS va demander à votre onduleur. Donc là, si on le diminue, voilà, vous voulez après le régler, voilà, on va faire 40%, 41%, voilà. Donc voilà, le courant de charge ici, maintenant, il est diminué à 126 ampères. Yes. Voilà. Mais si à un moment donné, vous avez imaginons vous avez 3 batteries ou deux batteries, il y en a une qui est en alarme, elle coupe la charge, eh ben, l'autre batterie est toujours capable d'accepter 126 ampères. Ici, ça va diminuer aussi parce que le BMS va être décombiné, mais il y a toujours un temps de latence entre l'alarme qui va se produire dans le BMS, le temps que que le SPOM récupère l'information du composant et réagisse. Euh, si votre dernier BMS n'est pas capable de prendre 126 ampères, ben voilà, vous allez avoir un deuxième problème, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est un Ok. pourcentage du courant de charge maximum de tous les BMS. D'accord. On peut le réduire comme ça. Euh, ouais, si c'est des informations de debug, j'ai toujours la section debug qui est inclue dans le fond du YAML. Moi, je trouve ça bien pour voir un petit peu. Donc, depuis vraiment au SPOM de 2025-6, la loop time a vraiment été réduite. Bon, ici, je suis en info, c'est un peu triché. Je suis pas, le logger n'est pas sur le niveau debug, donc c'est encore plus bas. Ouais. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Voilà, Request Force Charge. Donc ça fonctionne avec protocole Pylontech, Victron aussi, et ça fonctionne aussi avec LuxPower qui est un dérivé. En fait, on envoie un petit drapeau de requête de charge forcée sur le CAN bus. Et là, votre onduleur, normalement, doit démarrer une charge depuis le réseau, enfin, si vous êtes connecté au réseau. Peu importe si vous avez autorisé ou pas la charge depuis le réseau, je sais que Day, en tout cas, ça change rien pour lui. La charge par le réseau commence, quoi. Donc, ça, c'est utilisé avec Pylontech quand la batterie descend en dessous d'un certain pourcentage ou des trucs comme ça. Donc, moi, ici, j'ai fait ma propre logique. Je sais pas pourquoi tout est déréglé ici. Bon, voilà. Par défaut, je pense que c'est sur 10%. Voilà. Si vous voulez charger 80, 68% par exemple.
à 83%. Donc là, la logique, c'est que, évidemment, il faut activer ici le switch de charge forcée. Donc la logique, c'est que si votre socle descend ou est égal à 9%, là, on va envoyer l'instruction de recharger la batterie par le réseau jusqu'à 83% de socle. Voilà. Donc, je ne sais pas ici, je peux mettre jusqu'à 100%. Normalement, si je passe que je sais pas combien je suis dans le truc, voilà, ici j'étais dans un socle en dessous de, je suis en dessous de 100, donc voilà, la logique fonctionne. Maintenant, je peux diminuer. Tant que je ne suis pas arrivé à 100%, ça ne va pas s'arrêter. Donc voilà. Ça s'ouvre ce truc. Yes. Donc là, voilà, maintenant. Oui. On a une question de JM Picture qui demande si on peut tester le YAM BMS et le PV Brain qui tournent déjà avec le même ESP. Oui. Ouais. On peut comme je l'ai montré dans le code, enfin non, j'ai pas vraiment montré en fait. C'est tout à fait possible. C'est tout Donc, à fait j'ai possible. dit au tout début de la vidéo, il y a une PR qui doit être validée par Sebi parce que j'ai fait une version remote package du PV Brain pour YAM BMS. Mais sinon, j'ai aussi un YAML d'exemple ici pour PV Brain 2. Donc, grosso modo, il faudra incorporer un peu, pas tout, parce que si vous partez sur le YAML actuel de Sebi, mais vous pouvez aussi utiliser, même passer par mon GitHub PVBrain 2 qui contient ma PR si vous voulez faire du remote package. Mais donc, il faudra incorporer toutes ces variables-là et alors importer les bons packages. Donc là, du coup, c'est un exemple pour PVBrain 2. Donc là, j'ai créé une carte pour PVBrain 2 et j'incorpore en fait les mêmes YAML qu'on fait dans PVBrain 2 dans le fichier base.yaml. Donc, pour un peu déclarer tous les bus, les WK, les UART, les SX, le CAN bus et tout ça. Donc, ça, c'est un peu la partie PVBrain 2. Et puis, pour le reste, c'est la même chose. Déclare les BMS, YAM BMS, le CAN bus. Je vais passer. Ah non, ça va faire comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Donc, ça, c'est la paire que j'ai fait pour PVBrain. Donc avec un nouveau, donc là c'est le PVBrain 2 YAML d'origine. J'ai ajouté un nouveau qui s'appelle underscore RP. Donc ça c'est ce que j'ai proposé à Sebi. Donc avec aussi le nom comme ça parce que c'est obligatoire maintenant depuis le nouveau Home Assistant, sinon ça fait tout en double et c'est chiant. Donc là on peut régler c'est pour qui le but de la version Remote Package, il faut tout pouvoir faire dans le YAML de base, dans le YAML principal. Parce que voilà, vous n'aurez pas l'occasion d'aller modifier les YAML qui sont importés parce qu'ils sont, pardon, ils sont dans le GitHub. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai proposé avec les variables, tout ce qui est en relation avec le PVBrain 2. Un peu, ouais, donc je suis reparti sur une conversion du YAML actuel vers la version Remote Package, mais un peu différente pour les besoins justement de la version Remote Package. Donc là, je suis parti sur la même logique que je fais dans YAM BMS, c'est pouvoir importer des bords différentes, donc des cartes différentes. Parce que voilà, maintenant il y a le SP32S3 qui sort en version avec la LED sur la GPIO 48 ou sur GPIO 38. Donc, comme ça, on pourra changer facilement de bord. Enfin, facilement. Il faudra aussi un adaptateur côté PVBrain 2. Et on pourrait aussi imaginer faire une board SP32 P4 avec un adaptateur aussi. Et donc, du coup, on pourrait continuer à utiliser PVBrain 2 encore avec. Bah, moi, j'aime bien quand ça soit simple, qu'il y ait le moins d'options. Enfin, qu'il n'y ait pas trop d'options inutiles. En gros, j'ai rajouté. Ah non, c'est où est-ce que j'ai foutu ça
Oui, ça doit être là-dedans. J'ai fait un dossier board, voilà. Et donc, avec une base. Et alors, pour chaque board, on incorpore la base plus la base Wi-Fi ou Ethernet. Parce que ça, c'est avec mon expérience de YAMBMS, on peut avoir des boards qui ont Ethernet, que Ethernet, pas le Wi-Fi. Et du coup, c'est pas les mêmes sensors à importer si c'est si c'est Ethernet. Euh, donc voilà, ici, je fais aussi avec la PS-RAM. Donc là, la PS-RAM, c'est une option. Par défaut, je la mets pas parce qu'honnêtement, moi, tous les tests que j'ai fait avec, ça m'a pas apporté grand-chose. D'ailleurs, en fait, c'est quand j'ai fait les tests de superviser 3 BMS Bluetooth avec le SP32S3. Je savais que ça fonctionnait Ouais. avec l'Atom S3 qui n'a pas de PSRAM. J'arrivais pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas avec le SP33 que la board qu'on utilise ici sur le PV Brain 2. Ouais. Et en fait, le fait de désactiver la PSRAM, j'ai pu y arriver. Donc, je suis assez mitigé, moi, sur la PSRAM pour le moment. Mais bon, Parce que voilà. tu vois, des tests que j'avais fait pour le coup, moi justement, j'arrive à aller attaquer l'APS RAM. Ouais. Ben, J'arrive à aller grappiller dedans et à libérer un peu de mémoire sur le SP ouais. Ok. pour autre chose. Mais voilà. Mais je pense que dans le cadre du Bluetooth, c'est juste que c'est pas optimisé. Enfin, la PSRAM n'est pas encore bien Bah, je utilisée. pense que ouais, On avec le développe pas Bluetooth, assez il y a certainement de quelque chose qui mémoire merde. par rapport à Bluetooth dans la PSRAM. Mais bon, Mm, voilà. Après, ce que tu me l'avais fait remarquer, même 1% de PSRAM, ça correspond quasiment à la DRAM actuelle, quoi. ouais. Mm. Donc, ouais, Parce que moi, là, on aurait tendance, je on sais n'utilise plus. que 99%. Non, on n'utilise que Là, tu 1% vois, de la PSRAM. ouais. Moi, j'ai même un peu plus. J'ai 1,60 puisque Ok. j'ai 98,42 de libre. En tout cas, voilà, ici, je l'ai pas mis par défaut, je l'ai mis en option. Donc après, si vous voulez aller voir, j'ai mis un peu les options voilà, Mm. de base. Et je l'ai mis que c'était pour ESP32S3 parce que tous les ESP33 ils utilisent ce mode-là. Maintenant, on peut créer des autres fichiers PSRAM avec d'autres options à tester. Voilà. Et est-ce qu'on est là? Non, je suis parti dans YAMBMS. Oh, On je est suis en là, train de me faire rappeler à l'ordre par mes écouteurs qui me disent qu'ils ont bientôt plus de batterie. D'accord. Voilà, donc en gros, voilà, j'ai fait deux boards qui sont juste à cause du GPIO qui sont différentes. Et c'est bidon un Mm. peu vérifier un peu tout ça. J'ai ajouté un dossier board avec un peu comme j'ai fait pour YAMBMS. Mais donc Mm. voilà, oui, c'est tout à fait possible d'inclure ça. Maintenant, il faut savoir que quand même YAMBMS, plus si vous avez 3 BMS ou plus ou 7 BMS, ça commence à faire quand même des entités aussi. Donc, Mm. donc voilà, il faut voir si ça surcharge pas trop le PV Brain 2, si vous avez déjà beaucoup de choses dessus aussi. Ouais. Mais c'est possible, tout à fait possible. Donc du coup, Mm. je Tout reviens ça, de vite toute sur la... façon, c'est à tester hein, systématiquement. Ouais, Faut faire des petits tests. Faut pas dire ça va marcher, on croise les doigts et puis c'est bon. Faut tester, voir, laisser tourner comme ça quelques heures, quelques jours pour voir ce que ça donne, si c'est stable ou pas. voilà. Donc voilà, donc ça, je l'ai expliqué, le request for charge. Et donc, dès qu'on arrivera à 100%, ben, ça va se désactiver. Et puis, ça se Mm. réactivera si on descend tout de 21% dans ce cas-ci. Yes. Ici, ça, c'est une fonction plus de debug. Donc, c'est pour voir le battement de cœur de l'onduleur, voir il répond tous les combien de temps. Mm. Donc là, je peux vous dire que c'est Pilon 1.2 parce qu'on envoie 6 ID tous les 100 millisecondes. Et je réponds à chaque fois que je reçois un ID spécifique, en fait. Enfin, je réponds parce que, oui. Dans ce cas-ci, c'est un fake inverter qui est justement dans le PV Brain 2. Mm.
Donc voilà, ils communiquent tous les deux ensemble et donc il répond à l'ESP de démo. Donc si on prend un protocole comme Victron, là on va voir, on va passer on a beaucoup plus d'ID à envoyer. Ouais. Et donc en fait voilà, c'était pour voir parce que parfois on a des... Oui, oui, ça je l'ai pas expliqué, c'est quand même important. Normalement l'onduleur il répond toutes les secondes. Ici je réagis sur un seul ID des 15 qui sont envoyés, donc c'est pour ça que j'ai cette valeur-là. Mais le protocole Pylontech, normalement, il spécifie que l'onduleur répond avec un hack toutes les secondes. Mhm. Donc, par défaut, quand on importe le CAN bus, vous avez une valeur ici que j'ai mis à 5 secondes. Si j'ai pas de réponse de votre onduleur après 5 secondes, je vais mettre le lien en pause. Mhm. Parce que, en fait, ça crée un problème dans l'SP32 que s'il n'y a pas d'onduleur qui est connecté et qu'on envoie des trames tout le temps, il finit par cracher. Mhm. Donc voilà, ici, il y a un timer et une fois que le lien est mis en pause, on va attendre 60 secondes avant de refaire un nouvel essai. Et voilà, donc ça pouvait arriver que le lien CAN-bus se déconnectait parce que l'onduleur mettait plus que 5 secondes à répondre. Et en Ok. fait, j'ai créé justement ce monitoring de l'orbite pour voir ce qui se passait avec mon DE. Et là, on s'est rendu compte que toutes les 2 heures, la réponse montait à, je sais plus combien, je pense que c'était 3 secondes. Mhm. Et à minuit, ça montait à plus que 5 secondes. D'accord. Je pense qu'il fait des calculs. À ce moment-là, minuit, il fait les sommes. Voilà, il fait son reset. Mhm. Pardon. Et alors, voilà, comme ça, moi, j'utilise 6 secondes avec le DE. Et donc, comme ça, voilà, quand on revient ici sur le Canvas, là, je vais voir des déconnexions. Toutes les 2 heures, j'avais une déconnexion. Mhm. Donc voilà, je te posais la question pourquoi. Ok. Voilà. Donc, sinon, c'est pas nécessaire de laisser ça actif tout le temps, hein. Ça prend D'accord. des ressources en plus pour rien. Mhm. Voilà, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Diagnostic, c'est aussi pour information. L'uptime, quelle version de SPO vous avez flashé. Ouais, ouais. Voilà, alors je vais repasser sur mon dashboard de démo un peu. J'ai un peu ajouté quelques trucs pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, donc là, c'est vraiment un code de démo. Donc je peux. Bon, par exemple, là, on va dire que j'active le switch de balance. Ça veut dire que là, ça veut dire que l'équilibre actif fonctionne. Mais voilà, vous voyez que le témoin ici devient jaune. Donc là, vous savez que vous êtes en train d'égaliser les cellules. Donc un Ouais. seul BMS suffit, hein. Donc si les deux autres ont terminé, mais qu'il y en a encore un qui égalise, ça reste actif. Mhm. Donc voilà, donc quand on dit que qu'on en fin de charge, après 60 secondes, il faut qu'on reste 60 secondes dans cet état-là où il n'y a plus d'égalisation pour que la charge soit considérée comme terminée. Alors, online statut, donc avec le statut online, on va pouvoir jouer sur le nombre de BMS combinés parce que c'est une des conditions pour que, désolé, pour que le BMS soit combiné. Donc là, j'ai désactivé celui-là. Voilà, vous voyez, maintenant, on n'a plus que 2 BMS combinés sur 3. Mhm. Ok. Ça ne change pas au niveau des informations ici parce que j'ai toujours un fake shunt et je vais le désactiver. Donc là, hop. Donc là, normalement, on va voir du changement un petit peu au niveau du tableau. Un BMS en moins. Mhm. Voilà. Je vais faire un deuxième BMS en moins. Voilà, on n'a plus qu'un seul BMS de combiné. Et puis, le troisième BMS en moins. Et là, tout s'arrête. Mhm.
Du coup, à partir de ce moment-là, on n'envoie plus rien sur le CAN bus, il est totalement désactivé parce qu'il faut au minimum un BMS de combiné pour envoyer des informations. Ouais. Donc là, voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc là, voilà, c'est typiquement un BMS qui serait soit pas connecté ou déconnecté, éteint ou mort, ou voilà, Hmm. qui n'envoie pas des bonnes valeurs. Donc, si même il est connecté mais il n'envoie rien, voilà, on le prend plus en compte. Ensuite, voilà, la suite de charge et décharge, ça n'aura pas d'impact sur le fait que c'est pas vraiment les switches, hein. En réalité, je me base sur les binary sensors, donc parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi par la suite, dans tous les tests que j'avais réalisés, c'est que avant on se basait sur le switch de charge. C'est pas vraiment une bonne idée parce que il y a un binary sensor qui nous indique si le BMS autorise la charge ou pas, et idem pour la décharge. Ça, c'est lié au switch, mais c'est aussi lié aux alarmes dans le BMS. Donc, si vous avez le BMS, il va avoir différents types d'alarmes. Si vous avez une alarme OVP, la charge va être bloquée. Et du coup, ben voilà, là on aura un BMS qui bloque la charge. Parce qu'on a une alarme OVP. Et donc, voilà. Ce qui ne va pas décombiner le BMS. Mais de toute façon, comme la charge est bloquée, au niveau du BMS, ben c'est tout. Le BMS ne charge pas. Il s'est lui-même mis en protection. Et donc, ça pose pas vraiment de Hmm. problème, quoi. Par contre, quand même, le courant de charge a été réduit, hein. Hmm. Donc là, si je remets la charge, on va repasser sur un courant de charge 126 ampères. Donc là, Ouais. si on a vraiment un BMS qui bloque la charge parce qu'il a une alarme OVP, il ne sera pas décombiné, mais le courant de charge va être réduit. Ouais, automatiquement. Voilà. Donc voilà, pareil pour la décharge. Même si un BMS il bloque la charge et la décharge, il n'est pas décombiné, mais le courant de charge est réduit. Voilà. Donc là, on sait bien, Hmm. on a deux BMS. On a un BMS qui bloque la charge et la décharge. D'accord. Alors, BMS en alarme, mais voilà, ici, on n'en a pas. Ouais, je pourrais le faire aussi. Parce que j'ai un slider pour le bitmask qui est envoyé. Mais en gros, voilà, si vous avez une alarme, il y a un BMS qui est en alarme, qui envoie une alarme, mais voici, vous allez voir le nombre de BMS en alarme qui va augmenter. Et vous verrez en plus ici, dans les warnings, l'alarme qui est remontée, mais si ce sont tous les BMS qui sont en alarme, vous le verrez en tant qu'alarme. D'accord. Voilà, voilà. Donc c'est pareil pour les autres, hein. Mais voilà, ces switches-là, vous ne les aurez pas dans une version normale. Ici, c'est une version démo où on peut un peu chipoter avec ça Hmm. pour tester. Dans la version normale, c'est basé vraiment sur le binary sensor du BMS, donc, ou sur le switch de charge. Vous pouvez aussi désactiver le switch de charge de votre BMS, mais ce n'est pas lié qu'au switch. Voilà. Ok. Et vous n'avez pas du tout de switch qui permettent de modifier le statut online ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'information qui vient du composant. Hmm. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, il y a ça aussi. Il y a l'onglet avec les BMS. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui prend. Il manque un tas de trucs là. Ouais, je sais pas pourquoi. Encore le cache qui doit faire des siennes. Ouais, faut voir si le refresh corrige les choses ou pas. Oh là là. Ça, c'est ce qu'on appelle de la latence. Ouais, jamais été aussi lent. Ouais. Bon, sinon, je peux vous montrer aussi en photo, hein. On va voir ce que ça revient ou pas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.
Ça y est, ça charge. Voilà, voilà, Ça y voilà. est. Donc voilà, dans le dashboard, par défaut, avec 3 BMS, vous avez les Hmm. informations. Bon, c'est très JK, hein. Vous pouvez le faire pour d'autres BMS aussi, mais donc vous n'aurez pas tous les switches, mais vous aurez pour les BMS qui le permettent, vous aurez quand même les suites de charge, décharge et balance, si vous voulez les désactiver ou pas. Et vous aurez simplement, ici, vous n'aurez rien d'autre. Vous aurez, si c'est un BMS Bluetooth, vous pourrez activer ou désactiver le Bluetooth. Et si c'est simplement l'information qu'il peut être combiné, en fait. Donc, ça veut dire qu'il remplit toutes les conditions pour être combiné. Mhm. Donc, voilà, si je retire ça, ben, il ne peut plus être combiné. Voilà, il n'est plus en ligne. Donc, voilà. Ok. Ben, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça fait beaucoup de choses quand même. Ouais. Donc ceux qui veulent, ils vont pouvoir regarder la vidéo plusieurs fois pour se bourrer un petit peu le crâne et puis faire rentrer toutes ces données-là. Ouais, Et puis je pense aussi que s'il y en a qui ont des questions, ils vont pouvoir venir les poser notamment sur, sur le Discord du réseau autonome. ouais, il faudrait faire une section YAM BMS. Ouais, il Sinon, faudrait du côté des sinon bidouilleurs. vous allez, Faudrait demander, on demandera à l'occasion à, à comment, à Titou ouais. ou un des modos Ou de sinon, il faut la aussi me section. contacter sur, ouais, enfin, en privé sur le Discord là-bas. Mm. Euh, Il y a le forum anglais, mais bon, voilà. Ouais, faudrait Il que y en tu me a qui donnes les acceptent liens le quand même, forum. que je rajoute ça en Mais description. les liens sont dans le GitHub, hein, en fait, le topic Ouais. officiel. Donc voilà, Donc, pour accéder directement au GitHub, vous pouvez même scanner les petits QR codes et ouais. ça va vous ramener directement dessus. Euh, ouais, c'est écrit où ça? Ouais, ici, voilà. Donc là, si vous Alors voulez attends, je venir sur le remets. forum. Tac. Hop, on va mettre ça comme ça, voilà. Alors, je suis sur Firefox du coup, mais Ouais, je suis sur Firefox, ouais. Mais là, je sais pas, c'est ultra lent. Je sais pas si c'est à cause que je stream. ouais. Ah, je pense que ouais, le stream sous StreamYard doit pas mal Ouais, je t'avoue, consommer. ce PC là, c'est le PC Linux, il est de 2016. Ah, ah. Donc voilà. Sinon, ben voilà, on peut se trouver aussi sur le forum en anglais. Voilà. Et on peut me contacter en privé ou sur le Discord. Vous dites que vous êtes français, je vous répondrai en français, hein. Il paraît que c'est mieux. Ok. Ben voilà, voilà. Bien. Voilà. Et ben, Une heure du matin, hein, on a fait le tour, on a autre chose. on va conclure la vidéo. Et ben, merci à tous d'avoir été présents pour ce live, parce qu'on a quand même eu au minimum 2 personnes qui ont tenu le coup tout le long du live, avec même un pic à 10 personnes. Donc pour un sujet de niche comme le IMBMS, je trouve que c'est pas mal. On a fait 106 vues ce soir, Ok. donc c'est quand même pas mal en direct pour Ouais, quelque je chose pensais comme le ça. poster sur le forum, mais voilà, on verra si on sait faire des sous-titres en anglais. Ouais, Je normalement, de pense toute que façon, YouTube devrait activer les sous-titres de façon automatique en français, donc on va pouvoir faire la traduction en automatique. Puis à la limite, il faudrait refaire une petite vérification. Et ouais, j'ai regardé, normalement, je devrais même réussir à inclure le doublage automatique en anglais. ok, Donc bah, si tant mieux. on corrige correctement les sous-titres pour les avoir en anglais, on peut activer un doublage anglais qui devrait être de qualité assez correcte. Ok. Voilà, voilà.
Eh ben, merci à tous d'être présents. Merci à toi, Slipper, d'avoir participé à ce live pour expliquer ce qu'était le YEM-BMS et comment est-ce qu'on l'utilise. On se retrouvera certainement, de toute façon, pour d'autres lives sur la chaîne, ici ou sur une des chaînes des copains de Sébi, de Christophe ou autre. Merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Nous, on va aller se coucher. C'est clair. Allez, salut tout le monde. Ouais, merci beaucoup à Matane. toi. Salut.